Salut les Happy Few, ici Kate Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et oui, c'est bien Kate Charlemagne, c'est bien Alexandre, vous n'avez peut-être pas reconnu la voix, hein, je sais. Alors certains se diront peut-être, mais qu'est-ce que c'est cette voix virile? Il y a peut-être un invité aujourd'hui avec une voix de beau gosse. Je peux vous confirmer qu'il y en a bien un, mais ce n'est pas moi. Voilà, donc certains s'empresseront de dire que j'ai enfin du charisme vocalement, que j'ai une voix de bonhomme. Certains croiront voir ressusciter l'illustre Alain Dorval, qui nous manque tant, le doubleur de Sylvester Stallone. Hein, c'est vrai que là, Adrien. Voilà, là, oui, sans forcer, tranquille. Voilà. Bon, je suis désolé pour la gêne occasionnée par cette voix calamiteuse. Bon, il se trouve que je suis malade au moment où j'enregistre. Donc j'évite d'habitude, bien sûr, de me mettre en condition d'enregistrement quand je suis malade comme ça, quand j'ai la voix qui déraille à ce point. Déjà parce que c'est pas très agréable pour moi, puis évidemment, j'imagine généralement pas très agréable pour vous. Et je vous épargne même le fait de tousser et de se moucher et tout ça. Bon, il se trouve là qu'aujourd'hui, comme j'avais un date, un rendez-vous, il s'agissait de l'honorer, donc je ne pouvais pas me défiler non plus comme ça, voilà, sous prétexte d'être malade, c'est un peu facile. Surtout que je suis avec un professeur, donc il m'aurait fallu un bon mot d'excuse pour voilà, oser sauter le cours. Voilà, donc non, désolé vraiment pour la gêne occasionnée par cette voix rocailleuse et complètement cassée, c'est très désagréable. Bon, j'ai envie de dire que on est entouré dans ce monde d'admirateurs, de gens comme Serge Gainsbourg, comme Renaud. J'ai envie de dire que si vous supportez ces gens-là, vous devriez réussir à me supporter, en plus l'ébriété en moins. Hein, voilà. Donc si vous supportez ces mecs qui clopaient sur des plateaux, qui étaient complètement torchés, ça devrait aller. Alors certains s'empresseront de préciser très agréablement, oui mais eux ils avaient du talent, ou eux ils avaient du génie. Alors ça j'ai envie de dire que ça c'est vous qui le dites, hein, ça vous regarde. Voilà, donc il faudra faire avec. Donc encore une fois, voilà, désolé. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que de toute façon, normalement, si tout se passe bien, si ce podcast est une réussite, un minimum, ce n'est même pas moi qui vais parler le plus ici. Hein, le but aujourd'hui, c'est pas que ce soit moi qui parle. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais avoir le plus la parole. Aujourd'hui, je ne suis là que pour poser des questions, pour lancer mon interlocuteur. Et donc aujourd'hui, vous allez surtout pouvoir profiter de la voix donc, de mon invité, que vous connaissez déjà bien normalement pour ceux qui connaissent bien la chaîne, hein, qui m'écoutent régulièrement, puisqu'il s'agit de Henri de Montvalier. Alors, je suis obligé de refaire la présentation parce qu'il faut toujours penser aux gens qui pourraient ne jamais avoir écouté la chaîne. Voilà, donc Henri de Montvalier est intervenu régulièrement sur ma chaîne, il a découvert mon contenu, etc. Henri de Montvalier est un agrégé de philosophie, professeur de philosophie, passionné évidemment de littérature, entre autres de poésie, ce dont il va s'agir ici. On a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois, il m'a très aimablement invité dans l'une de des conférences qu'il anime dans son université populaire d'ici les Moulineaux. Et donc voilà, j'ai eu le plaisir de faire une conférence là-bas. Et donc là, il se lance dans un nouveau projet dont il va nous parler aujourd'hui, dont il souhaite vous parler, et qui peut-être intéressera certains d'entre vous, puisque il va s'agir de poésie, et je sais, et là-dessus vous n'êtes pas très gâtés avec moi, mais qu'il y a beaucoup de passionnés de poésie dans la commu, ce qu'on pourrait appeler une commu, hein, ou ce qu'il en reste, voilà, ou les gens en général. Et donc c'est pour ça qu'Henri est là aujourd'hui. Donc Henri, sans plus tarder, bonjour à toi, salut. Eh ben, bonjour cher Alexandre, merci de ton invitation. Ben non, mais de rien, avec plaisir, écoute, voilà. Hein, Et puis j'avoue que je suis un peu déçu parce que je croyais qu'on allait rendre hommage à Jean-Marie Le Pen qui a beaucoup compté pour nous deux, donc je suis un petit peu déçu en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est le vrai. thème de l'émission. Non, c'est vrai, effectivement, c'est vrai que il y a eu un changement de conducteur de dernière minute, j'avoue. C'est vrai qu'à la base, c'était en effet censé être un hommage. Et puis changement de programme, voilà. Mais ce n'est que partie remise, mon cher Henri. Voilà, On garde ça peut-être sous le coude. que Jean-Marie Le Pen était un poète d'une certaine façon. Voilà. Effectivement, va savoir. Voilà, donc bon, du coup, à part ça, déjà toi, donc bien sûr, je pourrais te demander comment ça va, mais ce que pourrait te demander en priorité, ce qu'on a un petit peu teasé nos auditeurs là, quel bon vent t'amène, quel est ce fameux projet dans lequel tu te lances et dont tu voudrais nous parler aujourd'hui déjà, simplement le projet déjà. Oui, le projet qui n'en est plus vraiment qui n'est plus vraiment à l'état d'un projet, effectivement, parce il va s'incarner dès la semaine prochaine. C'est un spectacle que je fais au Théâtre à Paris, dans le 15e arrondissement, qui s'appelle Paroles de poète.
Donc c'est un seul en scène autour de textes poétiques de Baudelaire, d'Apollinaire, d'Aragon, de Paul Valéry, et également de poètes que j'ai dit aussi en langue étrangère, Rilke pour l'allemand, Neruda pour l'espagnol et W.H. Auden pour l'anglais. Donc tout ça fait environ 1h10. Le concept, comme on dit pompeusement, du spectacle est un petit peu inspiré de ce que fait Fabrice Lucchini, bon, on pourra en reparler aussi, qui a été une de mes grandes sources d'inspiration, c'est-à-dire dire des textes, faire ressentir au spectateur l'émotion de l'oralité, et puis en même temps avoir des moments un petit peu plus, disons, un petit peu plus légers, que je n'ose pas appeler des sketchs, mais en tout cas des moments où on respire un petit peu, parce que j'ai bien conscience que l'idée d'entendre un type pendant 1 heure sur scène dire des poèmes, ça peut en refroidir certains. Tout ça a lieu la semaine prochaine. Il y a 5 représentations du mercredi 15 janvier au dimanche 19 janvier. On le redira en fin d'émission. Euh, les horaires varient un tout petit peu, hein. On a du 19h30, du 21h30 ou le dimanche du 17h30. Il reste encore des places. Vous pouvez prendre vos places sur le site du Théo Théâtre ou bien sinon sur les sites habituels, Bière et Duc et Théâtre Online. Voilà. Bon, précisons, parce que bon, ça peut sonner évident, mais bon, pas forcément pour tous nos auditeurs, que c'est à Paris. Oui, Hein. c'est à Paris, excuse-moi, oui, Voilà. j'ai pas précisé. Ouais. Petit réflexe de Parisien, c'est vrai que Mmh. Henri sous-entend que ça se passe à Paris. Bon, le fait Mmh. est, et c'est vrai que ça peut être une des nuances ou des réserves qu'on peut avoir, c'est vrai que une bonne partie de mon audience n'est pas à Paris, donc j'ai bien conscience, pour vous qui nous écoutez, vous vous dites, bah ouais, bah c'est comme quand on regarde, je sais pas, un talk show du samedi soir où ils invitent plein de gens qui viennent faire leur promo, et on découvre en fait que la pièce en question, le spectacle en question, ça se passe à Paris. Bah moi, je suis en Franche-Comté, moi, je suis en Rhône-Alpes, moi, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, moi, je suis en Vendée. Bah, je peux pas me crapahuter jusqu'à Paris. Voilà, donc c'est vrai que bon, Tout à c'est fait, mais je n'exclus pas par principe de le faire en Provence. Hein. et voilà, et Voilà, bah il y a des attendez, possibilités. Henri anticipe déjà sur une tournée en province, il a bien raison, ce serait pas mal. Ouais. Voilà, donc pour l'instant c'est à Paris, bon après ça se fait, vous avez vu Mmh. que en plus les horaires, et ça c'est pas mal, le spectacle n'est pas long et les horaires sont pas trop tardifs. Ce qui veut dire que, bien que pour une hérésie qui m'échappe complètement, à Paris on ne puisse pas prendre le train après 22 heures pour rentrer, moi je pense que c'est un complot de l'hôtellerie pour forcer les gens à rester et à payer des nuits d'hôtel pour bien alourdir leurs frais de séjour. Euh, Là, vous avez peut-être moyen de pouvoir rentrer, hein, faire le chemin inverse. Bon, certains diront que c'est quand même déjà du train à payer, mais bon, si vous êtes vraiment passionné de poésie, que vous souhaitez rencontrer Henri de Montvallier, ou que vous êtes aussi passionné d'Henri de Montvallier, eh bien, vous pouvez aller le voir. Et n'hésitez pas, si vous allez voir Henri de Montvallier, bien sûr, à peut-être essayer de, je sais pas, de vous rapprocher de lui quand vous serez là-bas et dire que vous avez entendu parler de lui par la chaîne, hein, Oui, que vous me bien connaissez. sûr, Il bien sera, il sûr. sera ravi de rencontrer des Happy Few, ça c'est certain. Il y en a- Attendez-moi à la sortie du Bah spectacle. ouais, en plus il aura un petit Voilà, effet, il aura un petit effet de star, il aura l'impression qu'on l'attend à la voilà. sortie du Et spectacle et surtout si tout. vous êtes une femme. Voilà, bon, bah écoutez, l'appel est lancé, hein, voilà. Ouais. Il y en a quelques-unes effectivement dans Non. l'audience, hein, donc voilà, donc non, du coup, n'hésitez pas, voilà, mais dans ce cas, donc effectivement, pour l'instant, c'est à Paris, au théâtre donc Théo, comme il l'a précisé. Ouais, t'es au Euh, théâtre. Théo Ouais. Théâtre, voilà. Donc voilà, bon bah écoute, on a le lieu, on a les jours, on a les horaires, on a le concept, mon cher Henri. Donc, bah sur ce, écoutez, bonne soirée, hein, au revoir tout le monde, hein, merci beaucoup d'être Ben venus. voilà, écoute, Voilà, hein, là c'était on la a page terminé publicité. notre format France Info là. Voilà, donc Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Donc Le Pen, voilà. voilà, non, bon, non, Alors Jean-Marie Le Pen, poète ou pas poète? Il y a un voilà, débat là c'est quand ça, même. exactement. Non, non. Alors, bon, bah, du coup, je vais quand même essayer tant bien que mal, hein, avec ma voix d'outre-tombe pour te citer, Ouais. voilà, de te poser justement quelques questions. Hein. Tu auras peut-être l'impression qu'il y a un petit côté 10 commandements avec Dieu qui te parle. Hein, voilà, hein, donc, Oui, c'est vrai, ouais. voilà, donc, bah, Ce que dit la bouche d'ombre, comme dit Victor Hugo. voilà. Bon, bah, Ouais. écoutez, Henri, ce qui est bien, c'est il va faire un peu son Lucchini, il va avoir plein d'occasions de vous balancer très spontanément des vers et qui va être une preuve que ce n'est pas un imposteur, ni un imposteur, bien sûr, ça on le sait. Et du coup, que voilà, quand il vous parle de poésie, c'est qu'il est vraiment passionné par ça et qu'il connaît vraiment plein de vers par cœur. C'est un peu le principe du spectacle. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une énième preuve. Hein. Il nous sort des citations spontanément, c'est magnifique. Non, je vais te poser des questions assez bateaux, mon cher Henri, et puis je te laisse du coup y répondre Et pour. je pense à ce vers de Mallarmé aussi en t'écoutant. Ouais.
Et la voix ne me vient que par bribes et creuses. Ah oui, bah ça, oui. Bah, écoute, excellent. Ouais. J'aurais pas dit mieux, j'aurais pas dit mieux. Non, je vais te poser des questions, excuse-moi, d'une affreuse banalité, hein, latine, tu vas voir que de quelqu'un qui gère une promotion dans les médias. Mais dites-moi, Henri de Montvallier, comment vous est venue cette idée? Oui, alors comment m'est venue cette idée? C'est vrai que moi j'étais plus un homme de l'écrit, hein. J'ai fait beaucoup de livres, d'articles. Alors je commençais à faire des conférences dans mon université populaire, là où je t'ai invité, comme tu l'as rappelé, depuis un certain nombre d'années. Donc j'avais une espèce de routine, livres, conférences, articles, et puis je sais pas, j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien être là, pas forcément où on m'attend. Et puis à un moment j'ai été attiré par le théâtre, et bah, c'est en lien avec Lucchini justement. Parce que moi, comme beaucoup de tes auditeurs sans doute, qui vont au théâtre, je m'ennuie très souvent quand je vais au théâtre. 8 ou 9 fois sur 10, je me fais chier. Et quand j'allais voir les spectacles de Lucchini, justement, non seulement je ne m'ennuyais pas, ça durait 2 heures et quart, mais j'en voulais encore. Donc au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, comme un gamin qui regarde Mbappé à la télé, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que j'aimerais faire, quoi. J'aimerais faire ça. Je me dis, je connais beaucoup de vers par cœur. Je m'intéresse vraiment à la poésie. Peut-être que si je travaillais vraiment, je pourrais faire un spectacle comme ça. Et puis l'idée a germé depuis un an et demi. Et puis j'ai décidé, alors j'ai écrit un spectacle, je me suis formé auprès de 2 professeurs de théâtre. J'ai la chance d'avoir une femme qui est metteur en scène, donc qui me met en scène. Et après, bah, j'ai contacté des théâtres. Moi, je voulais jouer dans un théâtre. Donc, j'ai écrit à beaucoup de théâtres. Et bon, ce théâtre de quartier du 15e arrondissement a bah, très gentiment accepté mon projet. Ils m'ont fait confiance. Voilà, donc, je trouvais ça pour 5 représentations. Voilà, bon, j'ai dû mettre quelques euros dans la balance. Voilà, bon, que je vais récupérer. Après, on verra en fonction du nombre d'entrées. Mais en tout cas, de pouvoir jouer vraiment dans des conditions bah, professionnelles, quoi. Et j'ai vraiment, pour moi, en fait, il n'avait jamais fait de théâtre. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Et ça m'a motivé pour ce projet. Et ce que j'aimais bien chez Lucchini, c'était la façon dont il arrivait à faire vivre les textes, quoi, des textes parfois littéraires assez exigeants, et il arrivait à les rendre vivants en fait, à faire ressentir vraiment les émotions. Et je pense que dans le cas de la poésie, il y a vraiment un lien avec l'oralité qui est fondamental en fait. Les poèmes ne sont pas tellement faits pour être lus, ils sont vraiment faits pour être dits. D'ailleurs, on sait qu'à l'origine, bah, les poèmes d'Homère, enfin, toute la poésie procède d'une tradition orale en fait à l'origine. Et donc il y a vraiment un lien, puisque tu as des problèmes de voix, il y a un lien entre la poésie et la voix. Justement, le vers de Mallarmé que j'ai cité, hein, et la voix ne me vient que par bribes et creuses. Donc, je pense que le rôle d'un comédien ou d'un apprenti comédien comme moi, c'est à travers sa voix, disons, de faire entendre, faire écouter la voix des poètes. Et c'est un peu ça que je- que j'ambitionne, enfin, modestement, de faire dans mon spectacle, de faire entendre la voix des poètes, d'être une sorte de porte-voix sans écraser la voix des poètes par ma voix. Alors tu sais, il y a cette formule de Louis Jouvet que Lucchini cite souvent, qui dit ils boursouflent le texte de leurs intentions et détruisent l'innocence de la réplique. Autrement dit, voilà, quand on veut trop en faire, bah, finalement, on n'entend plus la voix du poète, quoi. Et il y a une phrase de Paul Valéry que je cite aussi au début du spectacle, que cite aussi souvent Lucchini, il critique ce qu'il appelle les 10 heures de profession. Donc Paul Valéry dit: la voix humaine me semble si belle intérieurement et prise au plus près de sa source, que les 10 heures de profession presque toujours me sont insupportables, qui prétendent faire valoir, interpréter, quand ils surchargent, débauchent les intentions, altèrent les harmonies d'un texte et substituent leur lyrisme au chant propre des mots combinés. En fait, à travers cette phrase, Valéry dit à peu près la même chose que Louis Jouvet. Souvent, ce qui est difficile dans l'interprétation, et c'est pour ça que c'est difficile, c'est peut-être impossible de dire un poème, on peut juste peut-être s'en approcher, c'est qu'on a tendance à surcharger.
Et en fait, en commençant à travailler des poèmes avec mes profs de théâtre, je me suis aperçu que c'était enfin, le travail de l'interprétation, ça consistait très souvent, non pas à ajouter, mais à enlever, en fait, à se dépouiller de toute cette gangue d'intentions, de fausses dictions poétiques qui nous encombrent, en fait, et qui empêchent d'atteindre cette simplicité par laquelle on peut enfin entendre la voix du poète. Et ça me fait penser encore à une autre phrase de Louis Jouvet, que cite souvent Lucchini et que j'aime beaucoup aussi, qui dit, et moi, pour moi c'est vraiment une des plus belles phrases qu'on ait jamais dites sur le théâtre, c'est une phrase est un état à atteindre. Une phrase est un état à atteindre. Et je pourrais dire, un poème, c'est un état à atteindre aussi. On peut peut-être que s'en rapprocher, mais il faut essayer de l'atteindre. Voilà, écoute, pour lancer un peu la discussion. Effectivement, elle est plus que lancée. Ce qui fait que là, on a quasiment plein de chemins très différents qu'on pourrait emprunter. Donc, on va peut-être essayer d'emprunter un peu un à un. C'est vrai que là, tu t'évoques beaucoup Lucchini. Euh, alors, Lucchini, c'est marrant parce que tout ce que tu dis de positif sur lui, sur le fait que justement, il donne à entendre la voix des textes. Il a justement cette capacité de ne pas être juste un diseur. D'ailleurs, ça qui cite souvent Louis Jouvet, c'est vrai que Louis Jouvet, c'est vraiment une des idoles de Lucchini, il le cite tout le temps. Bah écoute, c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression que, et ça c'est vraiment le propre parfois comme ça des gens clivants, exactement ce que toi tu adores chez Lucchini, j'ai l'impression que c'est exactement ce que des gens pour les mêmes raisons diraient en ne l'aimant pas en fait. C'est drôle, c'est vraiment une question de perception parce que j'entends beaucoup le contraire en fait, des gens qui disent mais Lucchini, le problème c'est que c'est Lucchini quoi. On entend Oui, c'est Lucchini, ça, oui, on oui, n'entend oui, plus c'est les ça. textes. Il sature les textes de son ego, quoi. C'est ça, voilà, qu'il fait du Lucchini, etc. Alors, moi, je suis comme souvent d'ailleurs, décidément, un petit peu entre deux, un petit peu quelque part comme ça au milieu, à la fois partout et nulle part, puisque moi, j'adore Lucchini en tant que personnage médiatique. Je suis très client de ses interventions à la télé, j'aime beaucoup ses improvisations, je suis assez touché par sa personnalité. Je comprends assez bien son syndrome de histrionique, comme ça, le fait qu'il est presque victime lui-même de ses emportements, qu'après il regrette, qu'il est un peu comme ça. Je vois très très bien des choses chez lui, donc moi j'aime beaucoup cet homme, l'interprète, tout ça, en tant que comédien. Et c'est vrai que tout en adorant le personnage de télé, le bon client de média, je rejoins davantage les gens qui ne l'apprécient pas trop sur scène, ou en tout cas, bon, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu sur scène, c'est de quoi tu parles, mais bon, j'ai vu un live à la télé, je l'ai vu sur scène à la télé, bon, j'ai pas pu aller sur place. Ouais, Et, et c'est vrai que quand il se met à lire des textes, enfin à réciter des textes plutôt, sa passion ne fait aucun doute, ça c'est clair. Il est sincèrement passionné, sincèrement ému des textes. Donc là, au moins c'est déjà ça. Au moins c'est quelqu'un de sincère. C'est déjà énorme. Enfin quelqu'un qui lit vraiment les textes et qui est sincère. Mais effectivement, moi j'entends Lucchini en fait. Le problème c'est que je ne sais pas comment on peut apprécier. Moi j'arrive pas à apprécier les textes qu'il lit, indépendamment parfois de ce que j'en pense, parce que allô. j'entends Lucchini. Il m'est arrivé un truc l'autre jour à la télé. Il passait un extrait. Je mets quelques instants à reconnaître un extrait de Voyage au bout de la nuit de Céline, Ouais, l'arrivée à New York, avec les oui, oui, villes, oui. les villes debout, les villes allongées, là. Ouais, ouais, ouais. Elle Et était debout, la ville, ouais. voilà, exactement. Et c'est vrai que bon, j'ai reconnu le texte assez rapidement parce que je l'ai lu. Donc, bon, bah oui, effectivement, je reconnais les mots, quoi. À un moment donné, je me dis, tiens, ça me rappelle Céline, Voyage au bout de la nuit. Mais je me suis dit, ah ouais, quand même, là, le gars, le problème, c'est que oui, je reconnais le texte textuellement. Mais là, le problème, c'est que c'est Lucchini tient complètement la couverture, quoi. C'est pas de sa faute. Il a cette voix, il a cette personnalité. Mais c'est vrai Ouais. que. Et moi, pourtant, je lis des livres audio, hein, je lis beaucoup de livres audio, j'adore ça. Oui, Et c'est oui, vrai que oui. les livres audio, lus parfois par des personnalités très connues, par des acteurs et tout, mais c'est vrai que pour le coup, qui sont beaucoup plus sobres dans leur lecture et aussi parfois qui ont moins cet ethos très écrasant. Donc ça permet de vraiment plus s'approprier le texte et de l'apprécier. Donc c'est vrai que c'est assez clivant. Donc là, j'ai envie de dire que ça fait de sensibilité. Je sais pas, parmi nos auditeurs, il y a certains qui vont l'apprécier, d'autres moins l'apprécier. Ça, c'est vraiment à chacun de voir. Certains qui arrivent à malgré tout se connecter au texte, d'autres un petit peu moins. Le fait est qu'en plus, toi, tu as une voix très différente de Lucchini. Donc, ce que les Ouais, gens ressentent sur Lucchini ne préjuge pas du tout, dans un sens ou dans l'autre, de ce qu'ils vont ressentir avec toi, parce que c'est une autre ouais. voix, c'est une autre personnalité. Donc, tu vas apporter ta propre Oui, oui, fibre oui, à tout bien ça. sûr. Et la méthode, effectivement, que tu as suivie, bon, consiste en plus à s'effacer derrière les textes. En tout cas, le point commun entre lui et toi, ce qui est sûr, c'est que c'est la passion et vraiment de connaître sincèrement les textes. Oui. Je ne sais pas si je dois m'aventurer par là, mais je me pose comme ça la question.
Est-ce que tu as, de quelconque manière, obtenu la bénédiction de Lucchini pour ton spectacle? Est-ce qu'il a béni ton projet? Oui, bah, c'est bien que tu me poses la question parce que justement, je voulais t'en parler. C'est une petite anecdote quand même assez amusante. Euh, j'ai écrit une lettre de fan, à peu près, c'était il y a à peu près un an, ouais. Quand j'ai commencé à voir le projet de ce spectacle et que ça s'est petit à petit concrétisé, à un moment, j'ai écrit une lettre de fan à Lucchini pour dire, bah voilà, merci, voilà, vous avez fait naître une vocation en moi et tout. Euh, Pas juste une lettre de fan, j'adore ce que vous faites, mais je vais essayer de faire comme vous, quoi. En gros, de faire ce que vous faites, quoi. Et puis, bon, il a un site. J'avais commencé par écrire un mail sur l'adresse de site, boîte mail saturée. Après, j'écris un mail à l'adresse du site pendant 2 mois, pas de réponse. Donc, je lui ai dit, bon, en fait, il vaudrait peut-être mieux que je lui envoie une lettre au théâtre dans lequel il joue en ce moment, à son Victor Hugo, là, comme ça, je serais sûr qu'il me réponde, quoi. Et puis voilà, donc j'ai renvoyé cette lettre sans trop d'espoir de réponse, à vrai dire. J'avais l'impression un petit peu d'envoyer une lettre à Tom Cruise, tu vois. Bon. Et puis un jour, parce que j'avais quand même mes coordonnées sur la lettre, numéro de téléphone, mail et tout, je suis à un intercours, je suis entre deux cours. Entre 2 heures de cours, je regarde mon portable pour consulter mes SMS comme d'habitude, et là je vois un message de Lucchini, merci de votre... Enfin, un SMS, merci de votre lettre, je suis désolé, mais en ce moment je suis très pris, etc., etc., et signé Fabrice Lucchini. Je lui ai dit, putain, il m'a répondu, il m'a envoyé un SMS. Alors là, j'étais sidéré, quoi. Alors tout de suite, je lui réponds. Je lui dis, bah, merci de votre réponse, mais écoutez, c'est pas grave, vous êtes très occupé, nanana. Bon, et puis je pose mon téléphone sur la table et j'enregistre son numéro au passage, et le cours commence. Et 2 minutes après le début du cours, je vois mon portable qui sonne, mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie, avec marqué Fabrice Lucchini. Je me dis, putain, il m'appelle. Et c'est fou, tu vois. Alors là, je fais ce que je ne fais jamais en cours. Mais là, j'ai dit à mes étudiants, écoutez, je suis désolé, j'ai une urgence. J'ai pris mon téléphone, je suis sorti, je suis allé dehors, et puis là, je parlais, je sais pas, une minute avec lui, quoi. On dit, parce que, en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il m'avait envoyé un SMS de réponse à mon SMS pour me demander, mais quels sont les auteurs que vous allez faire dans votre spectacle et tout, et que je lui avais pas répondu. Donc, il me rappelle pour me demander, tu vois. Et puis donc on parle comme ça pas pendant très longtemps. Alors là, il s'excuse encore une nouvelle fois. Écoutez, cher monsieur, je suis désolé, je suis entre deux tournages, je suis saturé, etc., etc. Mais je voulais vous encourager pour votre spectacle, voilà. Alors quels auteurs vous allez faire, voilà. Donc on parle 1 minute, voilà. Mais moi j'étais aux anges, si tu veux. C'est comme si j'avais de Tom Cruise au téléphone, quoi. J'étais hyper content. Et puis après, voilà, on s'échange de temps en temps des SMS. Parfois, il me répond, parfois, il n'a pas toujours le temps de me répondre. Mais voilà, je ne vais pas dire que je suis pote avec Lucchini, si tu veux, parce que j'ai parlé 1 minute avec lui au téléphone, mais j'ai trouvé ça, comment dire, très élégant de sa part de le faire. Et ça m'a vraiment. C'est con, hein, mais j'étais vraiment content de savoir qu'il savait que mon spectacle existait, quoi. Ça m'a touché. Voilà, donc je voulais dire ça. Bah, très, très classe de sa part, effectivement. C'est vrai que là, vraiment, il n'était pas obligé. C'est vrai qu'aller carrément jusqu'à t'envoyer un SMS, il sait que ça va te donner son numéro. Donc, mine de rien, c'est quand même déjà. Oui, Voilà. oui, oui, Il, tout euh, à il, fait, il ouais. t'appelle carrément. Donc, il était vraiment curieux parce qu'il a été impatient. Comme tu n'as pas répondu au poème, il était impatient de savoir. Enfin, pour qui étaient les poètes. Et oui, non, très très sympa. Donc, bah, réponse à la question, tu as la bénédiction de ton maître, de Voilà. Fabrice Lucchini, pour ton Donc spectacle. j'ai la bénédiction du maître Jedi, donc Voilà. c'est bon, vous pouvez venir. Voilà, donc ça, c'est une très bonne chose. Du coup, bah, j'ai envie de te poser la même question que Lucini t'a posée. Ça nous fait une transition parfaite, hein. Posons la même question à ce sujet. Quels sont les poètes que tu as choisis, puisque c'est forcément un choix, et un choix Oui. forcément révélateur. Quels sont les poètes que tu as choisi de réciter durant ton spectacle? Oui, alors moi je prendrais pas le terme réciter, enfin qui me plaît pas beaucoup, qui est un D'accord, bah, côté très un peu bien. Bah, mécanique, je dirais de dire quoi, dire. dire, d'accord, ok. Alors, en fait, il y en a, oui, donc il y en a plusieurs. Donc il y a Baudelaire, ça on pourra peut-être en reparler, Apollinaire, Aragon. Il y a du Paul Valéry, notamment à la fin. Et puis après, j'ai décidé, alors pour le coup, un peu en prenant Lucchini à contre-pied, de sortir du français. Parce que dans ces spectacles, enfin bon, pour
tout un nombre, enfin pour un certain nombre de raisons, qui est dû notamment au fait qu'il a quitté l'école à 13 ans et tout, Lucchini ne parle aucune langue étrangère. Et dans ses spectacles, il se concentre toujours que sur des textes en français. Il cite souvent cette phrase de Céline, loin du français, je meurs. Or, moi, je me suis toujours intéressé depuis très longtemps aux langues étrangères. Et moi, loin du français, je ne meurs pas du tout. Je trouve qu'on vit très bien. Donc, l'un des soucis de mon spectacle, et bon, c'est là où il y a, comment dire, ouais, un pas de côté par rapport à Lucchini, comme quoi je ne suis pas totalement non plus dans l'idolâtrie. J'ai voulu faire entendre des paroles poétiques en langue étrangère. Donc, je dis quelques vers de Rilke en allemand. Je dis un poème de Neruda en espagnol, qui est un poète que j'adore. Les 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. J'en profite vraiment pour conseiller ce livre à tes auditeurs. Moi, c'est un livre qui m'a absolument bouleversé. C'est un des plus beaux livres que j'ai jamais que j'ai jamais lu de ma vie. Je le mets presque au même niveau que Les Fleurs du Mal, c'est dire. Et il y a une très bonne édition bilingue en poésie Gallimard, ainsi qu'un poème de W.H. Auden que j'adore, mais qui est extrêmement connu parce qu'on l'entend, tu t'en souviens peut-être, dans le film de Mike Newell, 4 mariages et un enterrement. C'est le fameux poème Funeral Blues, Stop All the Clocks, Cut Off the Telephone, un poème de deuil amoureux. Donc, il y a à la fois, et pour que les spectateurs ne soient pas complètement perdus, je donne un petit livret au début du spectacle avec d'une part le programme le déroulé, et les traductions des poèmes en langue étrangère. Donc voilà, pas mal de poésie en langue française, mais aussi une ouverture vers des poèmes en langue étrangère, parce que j'aime bien l'idée que la poésie se dit en plusieurs langues, et que la parole poétique, elle doit aussi s'entendre dans sa langue avec ses harmoniques propres. Bon, je fais de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, je ne suis pas non plus dans de la poésie en sanskrit ou je sais pas quoi. Donc bon, voilà, c'est quand même entre guillemets chinois, bien. Donc ça reste entre guillemets raisonnable. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit regret que j'ai par rapport à Lucchini, c'est qu'il a en quelque sorte un peu développé une certaine névrose par rapport à la langue française, qui l'empêche, pour les raisons notamment que j'ai dites, hein, mais qui font qu'il a une espèce de blocage par rapport aux langues étrangères, alors que la poésie anglaise, mon Dieu, mais c'est tellement magnifique. Et la poésie en langue espagnole et en langue allemande, c'est vraiment, moi, ça me touche. J'aime bien vraiment entendre voilà, les poètes dans leur langue avec ces harmoniques et ces sonorités propres. Ok. Alors attends. On marque une pause parce que la grosse blague, il y a quelqu'un qui se met à percer au-dessus de chez moi. C'est Ah, incroyable. C'est absolument fou. ah, Ça ressemble, d'accord. ça ressemble à une métaphore de ce qui se passe dans ma gorge. Mais Ah, j'entends un bruit de perceuse au-dessus de chez moi. Ça s'invente pas. bah, moi, je n'entends rien, tu vois. Ah, bon, bah tant mieux. Bon, déjà, toi, t'es pas gêné par le bruit. Ouais. Bon, moi, je le suis, mais à la rigueur, moi, c'est pas grave. Là, la question que je me pose, c'est j'espère que les gens, je le saurais qu'en réécoutant, je peux pas savoir ici, n'entendent pas. Bon, là, mais ça m'étonnerait que ça s'arrête que maintenant. Je vois pas l'intérêt de repercer pendant 5 secondes. Mais bon, écoute, voilà, j'espère qu'on va pas trop se faire embêter par ça, ce qui manquerait plus que ça, décidément. Voilà, mais très bien. Bon, écoute, on va enchaîner. Et puis, si on est trop parasité par le bruit, je te ferai signe. Ouais, Comme tu n'entends pas de t'interrompre parce que ce serait dommage, hein, ouais, voilà, non, mais je parce que, comprends. parce que Pas de si toi, problème. tu n'entends pas, mais si en revanche il y a un bruit de perceuse pendant que tu nous parles de poésie, c'est un peu malvenu, tu vois. À moins que tu aies un nouveau concept de spectacle qui s'appelle Poésie et bâtiment, tu vois, où C'est ça, ouais. il y a des bruits de chantier autour de toi pendant que tu fais de la poésie. C'est Ça ça, peut être un ouais. concept, hein, tu sais, que l'art Ça contemporain, on peut peut s'attendre à être, tout, hein, mais ouais, bon, ouais, voilà. voilà, effectivement, c'est un peu particulier. Bon, on verra bien, même si cette séquence reste au montage, hein, si je décide de la laisser ou si on coupe et on fait comme si de rien n'était. Voilà, non, du coup, je vais un petit peu, te relancer un petit peu, rajouter un petit jeton dans la machine par rapport à ce que tu as commencé à dire sur les poètes là, de ton programme. Déjà, bon, les gens sont un peu plus renseignés aussi. Maintenant, ils savent aussi de quel poète tu vas parler, quel poète tu vas dire. Bah, du coup, j'accentue un petit peu la question. Euh, Pourquoi ces poètes-là et pas d'autres? Parce qu'évidemment, hein, certains, c'est ce qu'ils vont se demander, tu vois. Alors, peut-être pour certains, ils font un peu une espèce d'unanimité. C'est vrai que Baudelaire, peut-être, a une espèce maintenant d'aura comme ça, un peu unanime, où ça ferait presque bizarre, peut-être à beaucoup de gens qui soient pas là. Mais c'est vrai que tu as parlé de Neruda, bon là, tu as déjà bien expliqué pourquoi toi, tu as voulu aller par là. À la rigueur, là, tu as bien
bien justifier ton choix de Neruda et un peu de Rilke, tout ça. Mais c'est vrai que, alors en plus, je pense même aux profanes en poésie ou ceux qui s'y connaissent un petit peu moins, parce que voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Effectivement, tu voulais qu'on en parle, mais c'est vrai que moi, je suis un peu moins versé dans la poésie. On peut pas vraiment me reprocher de ne pas être branché littérature. Je pense que la littérature est comme une grande partie de ma vie. Donc Oui, bah voilà, oui, oui. c'est pas une question d'être un ignare littéraire, parce que ce serait mal me connaître, hein. Voilà, je lis énormément, j'ai beaucoup lu, je m'y connais bien en littérature. Et même quand je n'ai pas toujours une connaissance parfaite des textes dans certains domaines, je ne suis pas spécialiste en tout, j'ai une culture générale qui fait que je me repère quand même dans les auteurs, les époques, etc., les textes. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt un homme de... Alors, De la prose. pendant longtemps, déjà de la prose, ça c'est sûr, la prose, ça c'est certain, mais pendant longtemps des romans, et en fait de plus en plus des essais, en fait. Moi, je suis plus un mec des Ouais. essais. Et quand un roman est un essai, alors là, c'est mon bonheur. La Kundera, moi, ça a été une révélation, parce que alors là, Oui, j'ai oui. eu un romancier qui faisait de la philosophie, quoi. Alors j'étais content comme tout, là. Ah Voilà. oui, Donc, avec Proust aussi, hein, et avec aussi, Proust, ça peut évidemment, avoir la même. évidemment avec Proust, voilà. Donc moi, Proust et Kundera, ça a été, voilà, tout à fait. Bah, tu peux lire L'homme sans qualité de Mouzil aussi, à mon avis, ça Effectivement, va t'intéresser. effectivement, je sais qu'effectivement c'est dans cette lignée-là. Voilà, donc voilà, donc moi comme je viens plutôt de là, que c'est plutôt ce qui me fait triper, c'est la philosophie, les essais et éventuellement les romans, alors pas philosophiques, mais bon voilà, les romans à thèse, on n'en sait rien, enfin les romans comme ça qui sont très chargés de pensées, d'idées, de concepts. Et d'où le fait que justement je fuis beaucoup tout ce qui est romans de gare, les romans qui ne sont que des histoires en fait, qui racontent des histoires, mais qui reposent que sur une intrigue, du suspense, des twists ou je sais pas quoi, mais il n'y a rien, il n'y a pas de substance littéraire, il n'y a pas de substance conceptuelle, il n'y a pas de substance théorique ou philosophique, c'est-à-dire que c'est une histoire pour raconter une histoire. Moi je m'en fous, je regarde un film dans ce cas-là. Voilà, donc la Ouais. littérature, j'en attends effectivement des choses psychologiques, des choses conceptuelles que seule la littérature peut vraiment apporter. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a déjà là, en ce que je dis, un début d'explication pourquoi la poésie me parle moins, parce que certains diront, et d'ailleurs peut-être Sartre avec Qu'est-ce que la littérature, que bah effectivement la poésie se déla pas vraiment son rôle, peut-être que certains diront que la poésie c'est le monde, alors ça fait bizarre de dire comme ça, parce que c'est le monde du sentiment, de la sensibilité. Là encore une fois c'est un domaine où je me sens quand même pas vraiment comment exclu quand même, hein, voilà, c'est comme des choses que moi je suis très touché par beaucoup de textes. Voilà, donc bon, moi, mon cas, c'est encore un cas à part, on y reviendra peut-être, c'est pas ça qui nous intéresse là maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, en tant que outsider en poésie, je me sens quand même comme un outsider en poésie, et tu le soulignais, alors même que c'est vrai que je me considère comme un spécialiste de Baudelaire, parce que vraiment, Baudelaire, je l'ai vraiment travaillé, je connais très bien cet auteur-là, sa vie, son œuvre, ses lettres, Ouais, j'ai tout lu, chaque ligne, ouais, voilà, ouais, c'est donc, vrai. Oui. donc, Mais par exemple, t'aurais jamais eu envie, ou tu n'as jamais eu envie comme moi, d'apprendre intégralement Les Fleurs du Mal par cœur, par exemple. ah non, non, Ça, pas du tout, ça non, ne non. t'aurait jamais traversé Non, 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 pas l'esprit, du quoi. tout. Alors, autant je suis quelqu'un, et les gens me connaissent, j'ai presque même la fâcheuse manie de retenir, je ne sais pas pourquoi, toutes sortes de répliques de films, de répliques de séries. Je connais par cœur des passages de films. Je pense que j'ai une mémoire auditive en fait. Je pense que c'est parce que j'ai une mémoire auditive et que du coup, Ouais. bah, comme c'est sonore et qu'en plus les VF, tout ça, je retiens très bien les répliques de films ou de séries. Et c'est vrai qu'en littérature, j'ai plus un problème de mémoire. C'est-à-dire que je suis marqué par les textes, mais j'ai plus de mal à me souvenir exactement des extraits. Je me souviens que ça dit ça à tel moment, donc ça m'a imprégné, mais je vais pas te retrouver la phrase à la virgule près. Je vais pas être là en train de te citer le Ouais. truc in extenso. Ouais. Voilà, donc Non. ça c'est un petit problème. C'est dommage, j'aimerais bien, mais voilà. Et donc effectivement, oui, j'ai pas ce rapport-là, en l'occurrence à l'œuvre poétique de Baudelaire. Alors j'adore Les Fleurs du Mal, hein. Il y a plein de poèmes que j'adore dedans, que c'est parmi mes poèmes préférés dans l'absolu, et que je trouve grandioses. Alors, Et justement, c'est quoi ton poème préféré des Fleurs du Mal, pour voir si je peux te le dire? ah oui, oulala. Alors attends, la petite parenthèse récitation. Alors il y en a plusieurs. J'en ai deux trois là qui me viennent immédiatement. Parmi les poèmes que je préfère, j'espère ne pas en oublier d'autres. Alors, parmi les plus connus que j'adore, il y a Une charogne. Parmi les moins Ouais. connus que j'adore, il y a À celle qui est trop gaie, que j'aime Ah beaucoup. oui, moi j'aime beaucoup, Euh, je le dis dans mon spectacle, ah voilà, je peux te le dire si tu c'était veux. un poème censuré. Il y a Semper et Adem. J'aime beaucoup Semper et Adem. Alors, je connais pas par cœur Je le celui-là, ouais. trouve génial celui-là. Et Autant Timo Romenos, que je trouve très beau aussi. Ouais, je connais pas par cœur non plus. Voilà. Donc je sais pas, c'est ceux qui me viennent en tête comme ça. J'en ai pas Ouais. mal d'autres, mais déjà avec ceux-là, j'ai peut-être mon petit top 4 ou 5, je ne sais pas. Écoute, Ouais. bah À celle qui est trop gaie, si ça te fait plaisir, vas-y, récite-moi À celle Ah qui est ouais, trop ouais, gaie. ouais. J'aime beaucoup ce J'adore parce poème. que je le dis dans mon spectacle, en fait, donc ça va être une espèce de teaser en même temps. Alors, il faut juste préciser que comme dans À une Madone, que je dis juste après d'ailleurs, enfin que je dis juste après dans le spectacle, on peut considérer que les deux poèmes forment une espèce de diptyque. Le thème du poème, c'est que
On passe de la femme adorée, voire divinisée à une madone, à la femme sacrifiée, quoi. En gros, on passe de l'amour au féminicide, de la pulsion de vie à la pulsion de mort, quoi. Donc finalement, à celle qui est trop gaie, ça commence de façon très poésie amoureuse, très classique. On retrouve d'ailleurs la figure de la femme paysage qui apparaît souvent chez Baudelaire, la femme un petit peu atmosphérique. Et puis après, ça devient beaucoup plus sombre et ça devient une espèce de vengeance meurtrière. Euh, alors, on va dire le poème. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux, comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage, comme un vent frais, dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé, qui jaillit comme une clarté de ta tête et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolé. Je te hais autant que je t'aime. Quelquefois, dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti, comme une ironie, le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi, je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche ramper, sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. Alors là, très belle lecture, j'avoue. Effectivement, ça fait plaisir de l'entendre, mine de rien, c'est vrai. Bah oui, hein, tu vois. Voilà, mais c'est vrai que non, effectivement, c'est un de mes poèmes préférés de Baudelaire, je l'adore. Bon, comme tu dis, c'est presque un topos baudelairien, c'est-à-dire qu'on retrouve presque ce schéma narratif poétique régulièrement dans ses poèmes, mais c'est vrai que là, je trouve que ça culmine et c'est magnifique. Et l'idée me parle parce que c'est vrai que euh, la gaieté d'une femme là, l'agace en fait. En fait, il est irrité par un excès de gaieté parce que lui, c'est un mélancolique. Et Oui, cet c'est ça, excès oui. comme ça de bonne humeur, de gaieté, lui semble une espèce d'insulte ou d'ironie, comme il le dit pour la nature. Il y a un parallèle magnifique avec le fait qu'il fait trop beau quand on va pas bien et qu'il fait trop beau dehors, comme si la météo n'était pas alignée à nos humeurs. Et Oui, c'est et ça, que la oui. météo insulte notre humeur quasiment. Nous, on n'est pas bien, il fait super beau et tout, on a l'air heureux. Et toi, tu dis, mais non. Et du coup, il se venge sur une fleur, tu vois. Il y a tout le parallèle, Jacques, Mhm. il va se venger sur la fleur Oui, comme oui. il se venge Oui, c'est sur la ça. femme. Et après, il se venge sur la femme. D'ailleurs, quand il dit qu'il se venge sur une fleur, c'est qu'est-ce qu'il fait? Alors, il donne un coup de pied dedans, il pisse C'est dessus, on sait ça. pas trop, en C'est fait. ça. Et ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis toujours posé la est-ce qu'il question. arrache ses pétales, etc. Et Ouais, c'est c'est ça, vrai que peut-être, ouais. jusqu'à l'allusion qui lui a coûté d'ailleurs la censure du poème, en fait, hein, parce qu'évidemment, à la Mhm. fin, le fait qu'il lui ait ouvert des nouvelles lèvres, alors, vous voyez un peu Bah oui, oui, l'allusion bah oui, bien érotique, hein, sûr. Et le, qu'il infuse son venin, voilà, c'est effectivement. ça. Donc, on a l'impression qu'il va lui donner une maladie vénérienne en la Ouais, pénétrant par une blessure qu'il lui a faite par une lame qui a oui, ouvert des lèvres nouvelles. Enfin, c'est oui, sacrément, entre guillemets, twisted, on dirait en anglais, tordu ouais. et macabre, et en même temps d'un érotisme incroyable Mhm. que peut-être certains réalisateurs seulement oseraient faire aujourd'hui, comme peut-être un Eggers ou alors un Refn peut-être en cinéma. Ouais, ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que non, c'est vraiment Mais ça tout montre est en tout fort. cas le lien entre l'érotisme et la mort chez Baudelaire, hein. Bah, Oui, oui, comme absolument. chez Delacroix d'ailleurs, hein, que Ouais, Baudelaire aimait tant. bien sûr. Nos auditeurs ont tous en tête au moins la fameuse liberté qui guide le peuple, hein, Bien qui est sûr. à moitié à poil, mais qui marche quand même sur un morceau de cadavre. Ouais, Donc, autrement dit, voilà, puis on a ça dans La mort de Sardanapale aussi. Enfin, il y a toujours un lien chez Delacroix entre l'érotisme et la mort, et ouais. bah, chez Baudelaire aussi, et c'est pas un hasard si Baudelaire aimait tant Delacroix. Et c'est vrai que dans Les Fleurs du Mal, l'érotisme est jamais bien loin de la mort, quoi. Absolument, absolument. Et cette expression que j'adore, un folle dont je suis affolé, moi je trouve ça Ah génial. oui, oui, Voilà, et c'est vrai que c'est non, non, c'est vraiment un super poème. Merci pour cette belle lecture, Henri. Et
qui peut-être donnera envie à certains ici d'aller voir le spectacle, parce que imaginez-vous ça du coup pendant plus d'une heure avec des poèmes voilà, qui vous sont chers, vous ne connaissez peut-être pas, mais avec cette lecture de qualité, parce que c'est ça qu'on sent bien qu'en effet Henri pose sa voix et qu'il prend quasiment une autre voix d'ailleurs un petit peu légèrement différente et qu'il interprète. Et là, je peux te confirmer, je pourrais te dire que l'élève dépasse le maître, peut-être ce que tout Jedi aime entendre, mais je veux dire, c'est que là, pour le coup, je trouve que vraiment, tu sais faire parler le texte au sens où, tu vois, je n'entends pas Henri dire le texte, Ah oui, c'est bien, écoute, tout comme ça me fait plaisir. non mais voilà, mais vraiment parce que je découvre un petit peu comment tu lis, et c'est vrai que je n'ai pas entendu Henri lire le texte, et comme j'entends malheureusement, voilà, alors que je l'adore bien sûr, mais Lucchini lire le texte, et là je sais que j'entends Lucchini, sa personnalité, bon bah je l'aime beaucoup, ça tombe bien, mais c'est vrai que là j'ai voilà, je me dis ok, alors c'est que les poètes que tu lis, et voilà, pour beaucoup, hein, parce que peut-être pas tous, mais pour beaucoup la particularité qu'on on ne connaît pas leur voix, ou en tout cas très peu, elle est très peu connue quand elle a existé, Oui, mais pour beaucoup on n'a même pas les enregistrements, donc c'est vrai que c'est... Alors oui, on a un vieil enregistrement d'Apollinaire, hein, très très ancien, oui, je crois que c'est un des premiers, hein, qu'on l'entend lire voilà, le premier abo, mais c'est ça, c'est un peu bizarre, mais on a beaucoup d'enregistrements d'Aragon aussi, hein. Moi, j'ai ouais, écouté, mais c'est vrai que... on a Aragon, mais ils le disent pas très bien, Mais alors c'est voilà, en fait dommage, c'est hein. ça. En fait voilà, là c'est que là, bon, c'est bien, tu mets les pieds dans le plat dans un truc que moi je me suis Ouais. souvent dit, et auquel je crois profondément, et moi ça ne me choque même pas, mais c'est vrai qu'il faut juste accepter l'idée. Parce qu'en plus j'ai déjà entendu moi aussi des livres audio lus par leurs auteurs, c'est vrai que j'ai déjà entendu Marcel Pagnol, et encore lui c'est pas du tout le pire, c'est plutôt sympa, Ouais. lire La gloire de mon père et le château de ma mère, mais je pense aussi à Ouais. Camus qui lit L'étranger. Oui, qui dit Et l'étranger, ouais. voilà, et c'est vrai que bah, les auteurs, ils ont la voix qu'ils ont. C'est pas forcément des gens qui ont toujours une belle voix, hein, Oui, déjà. Et ouais, bah, c'est pas toujours les meilleurs lecteurs de leurs textes. En plus, il y a ouais. le timbre de l'époque qui fait qu'ils ont une voix parfois un peu chevrotante, Voilà, voilà, et puis un peu aigrelette et chevrotante. Et oui, oui, il y a un petit côté un peu André Malraux. Entre ici, Jean Moulin. ouais, voilà, c'est Voilà. Bon, ça. voilà. Et puis les codes vocaux, comment dire, de ce qu'on appelait encore au théâtre au 19e siècle, parfois la déclamation, quoi. Exactement. Et c'est Voilà. ça, et qui nous semble un petit peu ridicule, hein. C'est vrai, quand on entend Aragon dire Les yeux d'Elsa, qui est vraiment un poème que j'adore, il dit Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire, etc. etc. On dit, mais c'est pas sérieux, quoi. Tu vois, Ouais. Non, non, c'est ça que ça Et fait pourtant, presque. c'est lui, et pourtant, c'est lui qui l'a écrit, Ah oui, quoi. c'est ça, mais tu Mais sais. bon, on peut pas avoir toutes les qualités, hein. Absolument, absolument. Et c'est vrai que moi, Ouais. la plupart du temps, quand j'ai entendu des gens lire leur propre texte, même dans des médias, ça n'a jamais été la meilleure lecture. Donc je pense que dans la vie, il y a les auteurs qui écrivent les textes, et puis il y a les interprètes, en fait. Les interprètes. Et moi qui adore la VF et qui adore les livres audio, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Voilà, donc effectivement. Bon, en tout cas, pour fermer la parenthèse sur Baudelaire, effectivement, j'ai la particularité, peut-être même le sacrilège, le blasphème, comment, de bien connaître certes Baudelaire, mais que son œuvre poétique n'est même pas ce que je préfère de lui. Mais Voilà, c'est ton côté baudelairien, en fait. Voilà, si tu es un baudelairien blasphémateur, et c'est donc tu es un vrai, vrai c'est baudelairien, vrai. en fait. Non, non, mais ouais, donc peut-être lui-même n'aurait pas apprécié que quelqu'un dise ça de lui, mais je peux, Bah ouais, voilà. au moins, je sais que si je peux dire ça, c'est aussi, et ça prouve que du coup je connais bien son œuvre, que moi j'ai lu tout le reste. Parce que Ouais. fatalement, beaucoup de gens disent que ce qu'ils préfèrent chez Baudelaire, c'est ses poèmes. Normal, ils ont lu que ça. Quand tu Oui, n'as c'est lu vrai. que ça, fatalement, tu n'aimes que ça. Voilà, moi, si je Oui, peux dire, finalement, l'œuvre poétique de Baudelaire n'est même pas ce que je préfère de lui. J'adore déjà, voilà, c'est très bien, j'adore déjà. oui, Mais ce ouais. qui m'a le plus touché, ce que j'ai le plus adoré, et ce que j'aime le plus relire, c'est toute sa prose. Le peintre de la vie moderne, ses critiques d'art, les Oui, salons, oui, ses oui. critiques littéraires, La correspondance et ses tout. lettres parfois, Ouais. les paradis artificiels, le spleen de Paris, ouais, les poèmes en prose en plus que j'aime Oui, beaucoup. aussi, bien sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. donc si tu veux, c'est que c'est marrant parce que à l'arrivée, je me suis dit, bah en fait, ce gars-là, c'est un critique, c'est un philosophe, c'est un critique d'art et un philosophe, c'est un grand essayiste, c'est un grand Et un penseur, poète. Ouais. et voilà, et bien sûr, c'est un grand poète, mais moi, comme ce genre-là n'est pas non plus mon genre de prédilection, pour des raisons parfois que j'arriverai peut-être même à bout d'un moment à court d'explication, je ne saurais même plus comment expliquer Ouais, pourquoi ouais, non, mais moi après, ça me parle moins, peut-être, mais ça s'explique pas, hein. mais en tout cas, voilà. Et donc ça sonne comme une gageure. Mais au moins, si je suis en mesure de dire ça, c'est que justement, j'ai lu tout le reste. Et j'ai vraiment tout lu. Et voilà. Et effectivement, bah, chez lui, j'ai aussi trouvé comme quelqu'un j'ai trouvé un penseur. Et un penseur qui me touche beaucoup. Puis une personnalité qui ressort justement encore davantage dans même les journaux intimes, etc. Fusée, Mon cœur mis à nu, tout ça. Ouais. Voilà. Donc là, Mais c'est vrai qu'au niveau de la réception mondiale de Baudelaire, quand même, au niveau mondial, oui, bien sûr. Les Fleurs du Mal, voilà, ça reste quand même. Bon, tu sais, il y avait le fameux critique littéraire, donc anglais, donc il peut pas être soupçonné
comment dire, d'être cocardier T.S. Eliot, qui Mm. disait que Les Fleurs du Mal, c'était le plus grand recueil poétique jamais écrit dans toute l'histoire de la poésie mondiale, quoi. Non mais moi en plus, Donc, du peu que je peux me réclamer mm, d'une expertise en poésie, je n'ai aucun mm, mal à le penser et à le croire, je veux bien le croire. D'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que ça, malgré le fait que je suis pas très poésie, ça reste un de mes recueils préférés. Alors je dis que je suis pas très poésie. En fait moi, mm, la poésie que j'aime, mm. pour ma part, c'est une poésie. En plus, c'est sacrilège ultime, elle est traduite. Alors je peux la lire parfois en VO, parce que parfois ça peut être du Ah latin. oui, oui, oui. Mais c'est vrai que moi, la poésie que j'aime particulièrement, c'est la poésie latine. Moi, j'aime la poésie latine Ah oui, d'Ovide, de oui, Properce, de Tibulle. Moi, j'aime les élégiaques. oui. Et j'aime la poésie du Moyen-Âge, en fait. J'aime la poésie des Et troubadours. tu les lis en latin? Oui, 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 je sais. Alors, parce qu'en fait, je les ai beaucoup Ouais, traduits quand j'étais ouais. au lycée, donc je peux, dans l'absolu, lire. Alors, certains sont plus durs que d'autres à lire. Ovide est très Alors, dur. est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose d'énorme? Est-ce que tu veux que je te dise des vers d'Horace en latin? Bah écoute, Horace, c'est pas mon meilleur pote, mais ma foi, ça reste un Ouais, auteur latin, donc vas-y, si tu as des vers latins ouais, d'Horace, bah ouais. n'hésite pas, je t'en Alors, prie. c'est parce que moi, à un moment, quand j'étais plus jeune, comme quoi j'étais un peu taré aussi, j'apprenais les odes d'Horace en latin, tu vois. Euh, tu vois, bon, il y a des gens qui, voilà, qui ont toutes sortes d'activités. Parce que il y avait, alors c'est l'ode, donc là, les odes d'Horace, c'est Oui. l'ode numéro 30 dans le livre 3. Alors elle est particulièrement célèbre parce qu'elle commence par un vers que tu connais qui s'appelle Exegi monumentum aere perennius. En plus, c'est bien Qui dit, prononcé. peut-être que tu connais, c'est un vers qui est très célèbre, il arrive à la fin de son bouquin, il dit j'ai achevé un monument plus durable que les reins, d'accord. En gros, mon œuvre va rester, quoi. Et on retrouve comment dire, cette expression de aere perennius qui est restée. Et alors bon, je me souviens pas de l'ode en entier, mais je me souviens de quelques vers. Donc c'est Horace, Ode, livre 3, Ode numéro 30. Exegi monumentum aere perennius, regali quesitu monumentum altius, quod non imber redax, et non aquilo impotens, diluere possit, aut, innumerabilem series annorum et fuga temporum. En gros, si je traduis vite fait, il dit j'ai achevé un monument plus durable que les reins, que jamais la suite des années ni le passage du temps ne pourra ébranler. Voilà, c'est. Mais alors ça, Ah tu bah voilà, vois, tu vois, tu vois, c'est... c'était la première fois de ma vie que je disais des vers en Ah latin. bah écoute, c'est pas mal. Mais, euh, Voilà. mais pour te dire, moi, tu vois, ça fait partie de ce que j'aime chez les auteurs latins, parce qu'ils le font tous, ça, en fait, conclure leur recueil. Alors, c'est plus de la superstition, je pense qu'il faut. C'est ça que les gens se disent, mais pourquoi ils le font tous? En plus, ils en savent rien. C'est un peu un pari de Pascal de la postérité. Mais les auteurs latins n'ont pas de complexe à finir leur recueil en disant qu'ils ont accompli une œuvre géniale, qu'elle est terminée, que c'est Ouais. grand et que ça restera, que ça leur survivra. Moi, je pense que c'est plus une prière, mais Oui, 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 le tout à côté fait. mégalo est quand même vraiment, je trouve, assez presque séduisant. Et j'adore, moi, quand Ovid conclut comme ça ses œuvres, il y a un côté Ouais. tellement stylé, il y a une éloquence, une grande éloquence, moi, Ouais. qui me plaît, par-delà Mm. tout ce qu'on peut aimer dans cette poésie. Donc, c'est ça que moi, j'aime beaucoup la poésie latine. Alors, je la lis aussi Ouais. beaucoup en traduit, parce que je ne peux pas tout comprendre, parce que voilà, surtout Ovid Oui, est oui. assez dur à Non, lire. bien sûr. Il n'est pas aussi Mais facile. d'ailleurs, on peut dire aux auditeurs qu'il y a une excellente anthologie de la poésie latine dans la Pléiade qui vient de sortir il y a 2 3 ans. Là. Ah, ok, d'accord. Voilà, Ouais. donc non, non, du coup, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis, bah, la poésie du Moyen Âge, parce que Bilingue, bilingue, bilingue. la poésie du Moyen Âge, parce qu'effectivement, bah, déjà Dante, hein, la Divine Comédie, magnifique. Ah ouais, ouais. Mais même, je veux dire, les troubadours en général, moi, c'est vrai que la poésie de Christine de Pisan, ou alors voilà, des plus grands Ouais. troubadours de l'époque. Babillon. Ouais. Voilà, oui, oui, c'est vrai que je trouve que il y a quelque chose d'assez joli. Moi, j'aime beaucoup l'amour courtois, tout ça, donc je pense que j'ai un petit côté un Mhm. peu désuet, suranné. Moi, je suis un peu dans l'Antiquité, le Moyen Âge en poésie. J'ai eu du mal à passer parfois le cap de la modernité. Même si en Ouais. fait, encore une fois, Baudelaire, hein, ça reste vraiment pour moi ce que je préfère. Mais voilà, bon, en tout cas, tout ça pour dire effectivement que voilà, bon, effectivement, petit sacrilège, Baudelaire, moi, ce que je préfère n'est pas sa poésie, et que ça peut, voilà, entre guillemets, choquer. Voilà, mais bon, en revanche, qu'on en conclut que je ne connais pas l'auteur, bah non, précisément tout le contraire, c'est parce que je le connais bien, que je suis en mesure de parler d'autre chose que ses poèmes. Parce que je peux te dire que quand tu parles avec des soi-disant baudelairiens, dès qu'on parle plus de Ouais. poésie, ils sont perdus. Ouais, Voilà. Baudelaire, rien du tout. Voilà, exactement, baudelairien, du coup, t'as raison. Mais non, mais tu vois, c'est pour ça que ça c'est un amalgame d'ailleurs, qui est souvent fait même en cinéma. Les gens confondent être fan d'un réalisateur et fan d'un film. Ils confondent être fan d'une Oui, œuvre et fan d'un auteur. oui, t'as raison. Moi, je vois beaucoup de fans de Fleurs du Mal. Des Fleurs du Mal, c'est très bien. Mais je vois très peu de fans de Baudelaire.
Et, Non, non, mais t'as pas tort, et de oui. même, c'est pas parce que vous avez aimé Élan dans main d'argent que vous êtes fan de Burton, par exemple. Bon, je dis n'importe quoi parce que Burton, on s'en fout. Oui, oui, Mais je veux oui, bien dire, sûr. c'est aimer un film d'un réalisateur n'est pas suffisant pour dire c'est mon réal préféré ou c'est un réal que je connais. Pour aller Bah, non. jusqu'à cette étape-là, il faut carrément que vous ayez vu l'ensemble de l'œuvre du réalisateur ou de l'auteur et que vous ayez aimé une majorité, je ne dis pas tout aimé, mais une majorité des Ouais, œuvres. Et ouais, là, vous c'est pouvez vrai. décréter, je suis fan. Moi, j'ai même dû parfois faire le cheminement inverse, me défaniser d'un auteur ou d'un réalisateur en constatant que bah, il enchaîne les films que je n'aime pas et que je ne peux plus me Ouais. considérer comme fan. En fait, je dis bon bah là, je peux plus Ouais, lui en ouais. réclamer de voilà d'une admiration. Donc c'est vrai que Ouais. Baudelaire, c'est un petit peu ça. Moi, je croise beaucoup de fans des Fleurs du Mal, mais en vérité, je vois très peu de gens qui sont fans de Baudelaire. Déjà parce qu'ils n'ont pas lu assez de choses en dehors des Fleurs du Mal, ils n'ont même pas Ouais, assez lu, donc ouais. du coup, ils peuvent même pas savoir de quoi on parle. Ils sont perdus dès Ouais, qu'on parle plus de ouais. poèmes. Et en plus, euh, quand bien même ils ont parfois lu autre chose, c'est déjà bien. Ça se voit qu'ils n'ont pas été touchés, qu'ils n'ont pas aimé ce que Baudelaire a écrit hors des Fleurs du Mal. Et pourquoi pas, ça se conçoit. Mais, et ça révèle quelque chose, c'est qu'ils aiment sans doute pas l'homme. Ils aiment pas la personne. Et moi, Baudelaire, j'aime vraiment le gars. Tout Ouais. ce que j'ai pu lire Ouais. de lui, voilà. Et je confirme que c'est pas forcément évident, parce que certains peuvent trouver qu'il est infréquentable, ou Oui, chiant, oui. ou con, etc. Mais voilà, donc c'est pour ça que du coup, c'est vrai que je revendique mon statut de baudelairien, parce que quand je dis que j'aime bien Baudelaire, c'est que je pense, j'ai sa pensée en tête, et que c'est Oui. une vue d'ensemble de son œuvre, et de sa pensée, et même de sa vie. Ouais. Alors que aimer Oui, les fleurs du donc mal, en gros, il y a les baudelairiens et les baudelétous, quoi. Toi, t'es dans le voilà, deuxième ouais. groupe. Écoute, très bien, pour continuer le jeu de mots, effectivement, on peut dire ça. Voilà, bon, parenthèse fermée, c'est pas le sujet ici, c'est juste ça, voilà. Mais en tout cas, pour dire, bon, Baudelaire, effectivement, une certaine unanimité qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin de te poser la question pourquoi Baudelaire. Neruda Oui. et Rilke, bon, tu as très bien expliqué pourquoi toi, la poésie étrangère t'intéressait, pourquoi tu as choisi ces poètes-là, tu as même cité des œuvres en particulier. Donc, voilà, je reprends ce que je disais au tout départ. Moi, en tant qu'un peu, quand même, enfin, pas méga connaisseur en poésie et pas méga fan, c'est toujours avec une certaine curiosité, forcément, que je vois les fans de poésie échanger entre eux et avoir comme ça des espèces d'évidence. Que je vois dans ma communauté, parfois, ils se mettent à parler entre eux et dire ah ouais Apollinaire, ah ouais Aragon, ah oui d'accord toi t'aimes lui machin, d'accord ok, ah ouais mais moi tu vois je trouve que c'est le plus grand poète, ah non on prend le plus grand poète c'est celui-là, et tu vois on voit qu'ils ont des espèces de petites querelles courtoises sur qui est le meilleur poète, quel est le meilleur poème de ce poète, tiens Apollinaire il y a rien au-dessus, moi j'ai beaucoup entendu de gens aussi dire que Apollinaire c'était le meilleur de tous, tu vois, bon bah c'est Ouais. ce qu'on appelle une take, hein, une prise de position, donc j'ai envie de te demander mon cher Henri, puisque là c'est de toi dont il s'agit, est-ce que tu peux préciser pourquoi tu t'es tourné en particulier vers donc Aragon et Apollinaire, dont effectivement j'entends souvent parler, et où tu les situes en fait dans tout ça, voilà, ce que tu apprécies chez eux, ce qui te semble expliquer pourquoi ils sont aussi appréciés. Et pourquoi il n'y a pas Rimbaud. On peut aussi peut-être parler des Oui, non, absents. mais Des bien absents, sûr, parce que certains après, diront, mais où est Rimbaud? Il n'y a pas Rimbaud, nanana, tu vois, donc par voilà. Donc, Rimbaud, ouais, ouais. Non, mais après, je connais beaucoup Rimbaud aussi. Là, j'ai appris le bateau ivre l'année dernière. Je me le dis souvent. J'aime beaucoup Rimbaud, j'aime beaucoup Verlaine, j'aime beaucoup Mallarmé aussi. J'aime beaucoup Mallarmé et j'en veux un peu à Lucchini de toujours citer la phrase de Jules Renard. Mallarmé est intraduisible, même en français. Je lui ai dit d'ailleurs par SMS. Je pense qu'il y a un vrai potentiel théâtral dans les poèmes de Mallarmé et qu'il y a toujours ce malentendu d'en faire toujours un poète cérébral imbitable. Je pense que c'est pas du tout le cas. Bon, enfin bref. Oui, enfin, alors je pense qu'il y avait un problème de, comment dire, il y avait un problème de format aussi. Je n'allais pas faire non plus un spectacle de 4 heures, bon. Et donc, il fallait forcément faire des choix. Et puis, au départ, en fait, bon, le spectacle s'est un petit peu modifié, mais la base du poème, enfin, la base du spectacle, c'était vraiment le thème de l'amour, quoi. De la femme et tout. Alors, du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai pris pas mal de poèmes de Baudelaire. D'ailleurs, je peux faire le déroulé vite fait. Donc, à une malabaraise, à une passante. Ensuite, causerie. Vous êtes un beau ciel d'automne clair et rose. Ensuite, ciel brouillé. Ensuite, les bijoux. Et puis le diptyque que j'indiquais tout à l'heure, avec à celle qui est trop gaie et à une madone. Tout ça centré autour de la femme, bon, avec toutes les ambiguïtés qu'on a soulevées, qu'on a indiquées. Et puis après, je passais à Apollinaire, le pont Mirabeau et Marie, donc la rupture avec Marie-Laurencin, tout l'amour perdu, le chagrin d'amour, le temps qui passe et tout et tout.
Et après, comme Aragon, c'est quand même le grand poète de l'amour, j'enchaîne avec Aragon, les yeux d'Elsa, les mains d'Elsa, et puis ce fameux poème mis en chanson par Léo Ferré, Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus, où là il est question d'une certaine Lola. Je sais pas si tu connais ce poème, donc une Ah oui, prostituée je le qui, connais, voilà. je le connais. C'était Donc, Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était c'est Lolo, c'était l'image. Lola, ouais, Lolita, mais oui, je le connais, mais magnifique, magnifique poème. Donc voilà, et alors donc, à la fin de ce poème, donc c'est une prostituée dont le poète est amoureuse, après elle est tuée, etc., etc. Puis justement, la dernière strophe de ce poème, c'était, euh, comment dire, le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages, au-dessus des maisons, des quais, je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Et alors là, je me dis, bah là, là, il faut que je place du Rilke, tu vois. Donc j'ai pas choisi non plus Rilke par hasard. Donc après, je cite un petit passage des sonnets à Orphée sur le temps qui passe, ce qui nous lie, c'est ce qui demeure, bon, etc. Et donc après, à partir de, et donc là, oui, c'était donc Est-ce ainsi que les hommes vivent avec le petit intermède Rilke. Et après, je fais encore un autre poème d'Aragon que j'aime beaucoup, dont je dis parfois que c'est le poème que j'aimerais bien qu'on dise ou qu'on lise à mon enterrement. C'est ce poème dans le recueil Le Voyage de Hollande qui s'appelle, comment dire, Rien n'est précaire comme vivre. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager, c'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. Donc, ce poème, il y a toute une méditation sur le temps qui passe, la vieillesse, la perspective de la mort et tout. Moi, c'est un poème vraiment que j'adore. Et à partir de ça, donc, je fais après la transition vers, voilà, vers les poèmes en langue étrangère. On avait déjà eu un petit aperçu avec quelques vers de Rilke. Donc je dis le poème numéro 15 de Neruda dans les euh, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. C'est un poème sur le silence de la femme aimée. Ça commence par Me gustas cuando callas, tu me plais quand tu te tais. Et donc le poète regarde la femme qu'il aime qui est silencieuse, et puis tout à coup dans ce silence va émerger tout plein de sensations, d'émotions, etc. C'est vraiment un poème magnifique. Et donc, après, poème de W.H. Auden sur le deuil amoureux, homosexuel, hein, parce que Auden était homosexuel. Stop all the clocks, cut off the telephone, etc. Donc là, le thème du poème, c'est en fait. Alors, j'ai longtemps cru que Auden avait écrit ce texte à la suite du décès de son compagnon, mais en fait, non, visiblement, en plus, il l'imagine, en fait. Hein. Et donc, le thème de ce poème, c'est en fait, mon compagnon est mort, donc mon monde intérieur s'est effondré, donc il faut que le monde extérieur s'arrête. Hein, stop all the clocks. Et c'est un poème, d'ailleurs, toi qui es fan de cinéma, je le rappelais tout à l'heure, qu'on entend dans Quatre mariages et un enterrement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le personnage dont c'est l'enterrement, justement, eh bien, tu te souviens, au moment de l'enterrement, son compagnon, parce que donc ils Hmm. sont, voilà, ils sont homo, John Anna, ouais. son compagnon lit ce poème devant sa tombe. Et c'est pour ça que ce poème est devenu mondialement célèbre. Enfin, il était déjà un petit peu, mais notamment grâce à ce film. Donc, tu vois, parfois le cinéma peut œuvrer à rendre la poésie populaire. Et après, je termine par un magnifique poème de Paul Valéry qui s'appelle Les Pas, où là, le poète écoute les pas de la femme aimée qui arrive, voilà, et puis qui s'approche, et puis voilà, il dit toutes les sensations que ça, entre présence et absence, que ça évoque chez lui. Donc, en fait, il y avait une espèce de fil conducteur, si tu veux, qui était un petit peu l'amour pour aller vite, même si, bon, le poème d'Aragon, Rien n'est précaire comme vivre, c'est pas spécialement en lien avec l'amour, mais disons de façon majoritaire, j'avais ce fil-là, parce qu'au départ, je voulais faire un spectacle sur les poètes amoureux, et puis parfois, il y a des petits, voilà, et
Puis j'ai introduit quelques modifications, quelques changements, tout en gardant cette trame. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours un certain arbitraire, hein. Et il y a toujours moyen de faire une transition entre deux poèmes en changeant l'un ou l'autre. Donc, disons, c'est plus par habitude. Enfin, je pense que, comment dire, la structure du spectacle a une cohérence, il y a une progression, elle est défendable. Mais disons qu'il y avait d'autres choix qui étaient possibles. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres poètes qui m'intéressent. Voilà, donc vous entendez la sonnerie de mon lycée, euh, qui nous rappelle qu'on a encore environ 45 minutes. Euh, mais j'ai déjà, en fait, si le spectacle ne marche pas trop mal et si le théâtre veut bien remettre le couvert, j'ai déjà pas mal d'autres projets de spectacles. Ah, d'accord. J'aimerais bien faire un spectacle uniquement sur Baudelaire ou un spectacle, par exemple, uniquement sur Mallarmé, en mélangeant, enfin, en le rendant vraiment plus concret, quoi, en disant ses poèmes, mais aussi, pour le coup, en citant sa correspondance, en parlant de sa vie et tout. Ou un spectacle sur Rimbaud. Voilà, donc c'est un point de départ, ou un spectacle entièrement sur Aragon, parce que moi j'adore Aragon, j'ai lu les deux volumes dans la Pléiade de ses œuvres poétiques complètes l'année dernière. Je suis vraiment un très grand fan d'Aragon. Pour moi, alors pour le coup, c'est vraiment le plus grand poète français du XXe siècle, si tu veux, plus qu'Apollinaire, que j'aime beaucoup aussi. Mais enfin, en tout cas, moi, si on considère que le critère en poésie, c'est vraiment l'émotion, Aragon est un des poètes qui me touche le plus, quoi. Ok. En termes, voilà. Bah écoute, bah merci pour ce déroulé du programme. Au moins, les gens connaissent le menu. Et c'est incroyable parce que tu te projettes déjà d'autres spectacles, en fait, hein. Tu comptes Oui, récidiver. Donc, quasiment, voilà, d'en faire une oui, oui, activité et à part puis entière. en plus, après le spectacle, j'ai des petites, pas spectacles, parce que c'est pas dans des théâtres, mais j'ai des petits récitals qui sont prévus, à l'espace André Chédid, où tu étais venu donner une conférence l'année dernière. Le 14 février, Hmm. je fais quelque chose sur Baudelaire, justement, variation Baudelaire autour de la femme, de l'amour et de la mort. Et puis après, j'ai à la médiathèque d'Issy-les-Moulineaux aussi, je fais quelque chose pour le Printemps des Poètes, là, qui va peut-être être un peu plus improvisé, tu vois, là où je vais pouvoir dire du Rimbaud, du Mallarmé, voilà, peut-être plus aussi selon les désirs du public ou selon l'inspiration. Parce que finalement, c'est bien dans une intervention poétique de laisser une place aussi à l'inspiration. Ça serait quand même un comble qu'il n'y en ait pas, que tout soit mécanique et programmé. Et puis enfin, une autre intervention encore au mois de mars à la médiathèque de Clamart aussi. Voilà, j'ai essayé de prospecter un petit peu autour de chez moi pour savoir. Voilà, donc il y a certains lieux culturels qui m'accueillent. Donc voilà, tout ne va pas s'arrêter après le théâtre. J'aurai encore deux, trois choses jusqu'à la fin de l'année. J'aimerais bien aussi, j'en ai déjà parlé à une collègue de lettres de mon lycée, de venir dire aussi au mois de mars, là, pendant le printemps des poètes, venir dans la classe de quelques collègues de lettres qui veulent bien m'accueillir pour dire des poèmes aux élèves. Ça, je pense que ça pourrait être sympa aussi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est fou parce que euh, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler d'une véritable reconversion. Mais enfin bon, reprécisons ici parce que c'est assez intéressant. C'est quasiment du coup une question que je peux te poser. Euh, Tu viens, en tout cas dans ce qui est ton parcours sur le papier, tu viens de la philosophie. Tu es un agrégé de Oui, philosophie. enfin, j'ai quand même été prof de français aussi, hein. Voilà, tu as été prof de français, très bien. Donc de toute façon, la littérature n'est jamais bien loin. Mais c'est vrai que tes activités se sont longtemps concentrées sur les cours de philo. Tu as été dans le jury aussi de l'agrégation de De philo, il me semble. l'agrégation, ouais, ouais, Voilà, ouais. exactement. Tu Interne, as ouais. participé à pas mal de revues. Tu as écrit plusieurs essais à deux ou quatre Mhm. mains avec voilà, d'autres philosophes, etc. Enfin, donc pour l'instant, tu avais un début de carrière très tourné vers la philosophie. Bon, tu as Ouais. toujours dit, j'ai bien aimé sur ton expression, hein, que tu étais un philosophe non pratiquant ou non croyant, je sais plus en quel sens tu disais ça. Pratiquant Oui, mais c'est non croyant. professeur de philosophie pratiquant mais non croyant, oui, C'est ça exactement, c'est ça. exactement. Pratiquant mais non C'est ce croyant. look-là. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que là tu révèles pour de bon. C'est pas un outing. On va pas non plus parler de sortir du placard poétique. Mais en tout cas c'est vrai Ouais, que c'est vrai, voilà, il y a peut-être c'est quelque chose de ça, ouais. un petit coming out poétique. Voilà. Bon, j'ai un truc à vous dire.
Voilà, je suis poète. Ouais, je Voilà. suis Alors, poète. ce qui est une trahison philosophique, effectivement, si on se réfère à Platon, hein, parce que Platon voulait chasser les poètes de la cité, Ah oui, ah oui, oui, c'est un débat, ouais. et là, voilà qu'un philosophe, ou alors un sophiste, s'avère être, voilà, Un poète. un amateur de poésie, va réciter des poèmes, mon Dieu. Bon, hein, on est loin de partager tous les points de vue de Platon, bien sûr, et les philosophes ont eu bien du temps, bien après Platon, pour se montrer qu'ils aimaient la poésie, et inversement d'ailleurs que les poètes aimaient la philosophie. Donc Mais voilà, il faut dire aussi que Platon était comment dire, un artiste refoulé, un dramaturge oui, oui. Ah refoulé, bah bien hein. sûr, bah attention Au quand on départ, voit, Platon, il voulait être dramaturge, et puis bon, après, il rencontre Socrate, tu sais, ce que dit Diogène Laërce, et puis il brûle toutes ses pièces. Mais en fait, dans son œuvre philosophique, pourquoi il a fait des dialogues aussi? oui Parce qu'il a voilà. quand même l'idée de la parole vivante Bah et non tout, mais et bon. entre les dialogues de Platon et ces mythes, hein, ces fameux mythes ou ces Oui, paraboles, voilà, oui, oui, bien on a sûr. Il y vraiment a quand même une quelqu'un, dimension voilà. poétique Non aussi mais qui bien est. sûr, mais ce sont des œuvres littéraires, hein, donc voilà, donc c'est pour ça que Voilà. c'est, en effet, c'est tout ça, il y a plus de porosité qu'on ne croit. En tout cas voilà, on a vraiment, en tout cas voilà, un espèce comme ça de petit virage qui s'accentue où là la poésie j'allais dire de hobby, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas de quelque chose qui était une passion depuis toujours, qui accompagnait ta vie, prend une place plus importante dans ta vie professionnelle, si on peut dire, en tout cas, voilà, Ouais, que oui, tu t'en oui. fais plus une activité, donc il y a quand même voilà, quelque chose là-dessus qui se passe. Ouais. Ça pourrait quasiment me faire, à moins que tu aies une remarque à faire à ce sujet tout de suite, dans ce cas on s'arrête, Mhm. Mhm. mais ça pourrait me mener à une question, alors, comment que je pourrais te poser à toi en particulier, puisque c'est toi qui es là, mais je suis toujours posé par rapport aux gens qui adorent la poésie. Je pense à mon audience aussi, parce qu'il y a beaucoup de fans de poésie. Alors, parfois dont je connais plus ou moins la vie, parce qu'il y a des gens que je connais pas très bien, d'autres je vois à peu près ce qu'ils font, ce qu'ils sont, etc. Et c'est vrai que je sacralise peut-être un peu la poésie aussi, il faut dire, mais, euh, mais je suis parfois en fait intrigué, j'ai toujours envie de demander en fait aux gens quelle est la place que la poésie occupe concrètement dans votre vie. Alors on vient de parler de concret, parce que tu vas peut-être en réciter à faire des spectacles, mais c'est vrai que les gens qui aiment la poésie, peut-être par association d'idées, on s'imagine tout de suite des gens comme ça, tu sais, qui parlent à des arbres, qui font des câlins à des arbres, tu sais, qui sont un peu comme ça. Et en fait, parfois, je suis un peu dérouté par le fait que les gens qui sont parmi les plus grands passionnés de poésie sont des gens qui, par ailleurs, dans la vie, sont les gens les plus rangés et les plus rationnels qui soient. Donc c'est vrai que parfois, ça peut Oui, étonner parce oui, qu'on oui, on je est loin. comprends. Et donc c'est vrai que moi, j'ai toujours envie de demander aux gens, mais quelle est la place concrète de la poésie dans votre vie? En quoi elle alimente Ouais, ouais. votre personnalité, vos choix de vie, votre mode de vie? Quel est le lien comme ça que vous avez créé avec la poésie? Est-ce qu'elle a un impact en gros? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est joli? Et pourquoi pas? C'est-à-dire Ouais, que c'est ouais, joli. ouais. Voilà, je trouve ça joli. C'est-à-dire que, tiens, c'est joliment dit. Tiens, ça Ouais. porte à réfléchir. Ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui se crée, qui va entrer en impact avec des choix de vie, un mode de vie, une mentalité? Voilà, je sais pas. Quelle est la place du coup de la poésie? Voilà, alors justement, j'ai envie de demander ça à tout le monde. Vous pouvez me répondre en commentaire si vous voulez, ceux qui aiment beaucoup la poésie. Bah, moi, la poésie, ça fait ça pour moi. La poésie, moi, voilà, quelle place ça occupe dans ma vie et tout. Et je te demande du coup à toi, mon cher Henri, la poésie dans ta vie, voilà, quel rôle elle joue? Bah, c'est vrai que ça peut-être que ça correspond peut-être plus à une revalorisation de l'émotion par rapport à la raison. Peut-être j'ai toujours eu une double postulation, pour le dire avec Baudelaire. J'ai un côté très rationnel, bon, qui m'a amené vers la philosophie et aussi vers une certaine forme de critique de la philosophie d'ailleurs. Un côté très rationnel, voire tendance polémique, voire satirique. Euh, et en même temps, ouais, j'ai plutôt une tendance aussi peut-être à la sensibilité ou à l'émotion. Et là, c'est vrai que peut-être la parole poétique dans ce cas-là me parle plus. J'ai l'impression que ouais, les poètes, les grands poètes arrivent à mettre des mots sur des choses vraiment, des expériences fondamentales, tu vois, Aragonte, rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. D'une certaine manière, tout est dit, quoi. Tu vois, y a rien à ajouter, quoi. La vie, la mort, tout est dit. Mais ce que j'aime bien dans la parole poétique, c'est sa densité, justement, par rapport à la prose. Alors, il y a des proses plus ou moins denses, hein. Moi, j'adore Proust aussi, mais qui est dans comment dire, une prose très poétique. Mais voilà, il y a comment dire, ce que j'aime dans la poésie, c'est la densité émotionnelle de la parole.
C'est ça que j'aime. C'est pour ça que pour le coup, j'aime pas la. Enfin, Céline dit le style, c'est d'abord une émotion. Bon, moi je dirais que la poésie, c'est d'abord une émotion. La poésie un peu jeu de langage ou jeu sur le langage, un peu initié, il faut bien le dire, par Mallarmé à partir du coup de D, c'est vrai que ça me parle moins. Toute cette tendance-là, ça me parle moins. La poésie un peu ludique, un peu sur le mode Oulipo et tout. C'est pour ça finalement que j'aime bien, ou la poésie un peu expérimentale, un peu sur le mode surréaliste. Et quand j'ai lu les œuvres poétiques complètes d'Aragon, c'était une expérience finalement assez intéressante parce que je me suis rendu compte avant les années 40, en fait, avant Les Yeux d'Elsa, la poésie d'Aragon, elle m'intéresse pas des masses en fait. Je trouve que toute la période surréaliste et tout, de temps en temps, il y a des trucs sympas, mais c'est pas. Je trouve qu'il s'est pas encore vraiment trouvé en fait. Et bizarrement, je trouve que quand il devient plus classique, il retourne à la rime, il revient aux fondamentaux de la poésie en fait, les émotions, l'amour, la mort, etc. Bah, tout à coup, je trouve qu'il devient beaucoup plus pertinent, quoi. Et comment dire, voilà. Alors après, dans le quotidien, quelle place ça occupe dans ma vie? Alors, c'est d'abord un exercice parce que, en fait, maintenant, je me suis mis depuis un certain temps à apprendre continuellement des poèmes, à apprendre chaque jour, toi, 3, 4, 5 vers, et puis à les répéter, puis à les répéter le lendemain et à passer à la strophe suivante ou au groupe de vers suivant. Donc, je dirais que concrètement, pratiquement, c'est d'abord un exercice de mémoire. Alors là, c'est quelque chose que je voudrais recommander à tous les auditeurs, parce que, bon, comment dire, je suis un petit peu agacé, enfin agacé, en plus, voilà, je vais pas sortir mon revolver, comme dit l'autre, mais par les gens qui disent, ah, mais comment tu fais pour connaître tout ça par cœur et tout, c'est super. J'ai envie de dire, mais tu sais, la mémoire, c'est comme un muscle, il faut juste le travailler, en fait. Et que si tu n'auras pas de biceps, si tu fais pas des pompes un peu tous les jours. Et je pense que c'est une excellente habitude pour tout un tas de raisons, enfin, neurologiques et tout, bon, que je n'ai pas la compétence de détailler, mais d'apprendre tous les jours quelques vers par cœur. Parce que ça fait travailler la mémoire, ça élargit la culture, ça fait ressentir des émotions, quand même le fait de les dire, et c'est une espèce d'hygiène. Et c'est pas juste pour faire le mec qui peut faire des citations et tout. Hein. Enfin, on a pas mal parlé du snobisme ensemble, de tous ces, effectivement, voilà. Mais parce que ça peut faire très snob, effectivement, le mec qui dit, oh, regardez, moi je connais celle qui est trop gay, machin, je peux vous le dire, et vous le connaissez pas, vous êtes nul et tout. Non, c'est pas la question. Je pense que c'est, comment dire, tu sais, dans les camps de concentration, les camps d'extermination, il y a souvent des histoires de gens à qui on avait tout enlevé, qui n'avaient plus rien, et dont on dit qu'ils ont survécu justement en se disant des poèmes. Parce que ce que tu connais par cœur, ce qui est donc dans ton cœur, comme le nom l'indique, ce que tu connais par cœur, personne ne pourra te l'enlever. Je veux dire, ta bibliothèque peut brûler et tout, mais les textes que tu connais par cœur, on ne pourra pas te les enlever. Et moi, j'ai toujours trouvé ça assez beau, en fait, comme idée, d'avoir toujours ces textes à disposition sur soi, de pouvoir se les dire. Et plutôt, tu vois, quand tu es dans le métro, parfois, quand tu es dans la rue, tu n'as pas toujours la possibilité de lire et tout, matériellement, c'est un peu compliqué et tout, mais tu as toujours, comme dit Marc Aurèle, la possibilité de te retrancher dans ta citadelle intérieure et de dire des poèmes, tu vois. Moi, j'aime bien me faire des poèmes en marchant ou dans le métro quand je suis complètement comprimé, là, que je peux rien faire. Tu vois, j'ai cet espace-là qui s'ouvre en moi. Et plutôt que de regarder des conneries sur les réseaux sociaux sur mon portable, maintenant, c'est devenu presque, tu vois, une espèce de discipline, d'hygiène de vie. Et puis, parfois, tu as des satisfactions. J'ai commencé, quand tu commences à apprendre le bateau ivre de Rimbaud, ça fait 100 vers quand même, c'est long. Et ben, au bout d'un moment, de 2, 3, 4 semaines voilà, de travail, tu arrives au bout. Alors, tu n'es qu'à la phase de mémorisation. Il faut bien dire aux gens que la mémorisation, ce n'est vraiment pas le plus important. C'est seulement après que tu parfaitement mémoriser le texte que tu vas pouvoir commencer le vrai travail, c'est le travail de l'interprétation. Bon, mais déjà, il y a une première forme de satisfaction
dans le fait d'avoir mémorisé un poème, surtout quand il est très célèbre et très long, et puis quand tu l'adores, comme Le bateau ivre de Rimbaud. Là, par exemple, hier, j'ai terminé d'apprendre Beaux endormis de Victor Hugo. Que j'avais entendu Lucchini le dire dans son spectacle, et j'avais entendu citer cette phrase de Proust qui dit quelque part, je ne sais plus dans quel texte, que Beaux endormis était un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Je dis, mais putain, mais si Proust dit ça, ce poème que je connaissais, voilà, comme tout le monde, j'ai dit, il va peut-être falloir que je m'y mette quand même très, très sérieusement, quoi. La légende Je des savais que siècles. c'était, voilà, dans la légende des siècles, Légende c'est des vrai que siècles. c'était le poème le plus connu de Victor Hugo, qui est un petit peu moins long que Le bateau ivre, mais qui fait quand même plus de 90 vers aussi, hein. Et là, bah, c'est pareil, à sorte de 3 4 vers par jour, voilà, bah, on y arrive et on répète la strophe de la veille et on en apprend des nouveaux. Tu vois, c'est toute une espèce de petite mécanique. Et puis, en fait, je pense qu'il faut être un petit peu un obsessionnel, quoi. Mais personne me force à faire ça, quoi. C'est juste, voilà, tu vois, je suis porté par un désir, en fait. Et mais en même temps, j'ai l'impression que ça me construit, quoi. Que, bon, tu vois. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant, y compris, comme tu dis, l'espace que tu t'ouvres comme ça dans des lieux publics où tu es un peu dans ta bulle poétique. C'est intéressant. Et il y a un côté un peu comme on apprenait aussi ses prières ou des passages de la Bible. Tu vois, on apprend Oui, des. oui, oui, On non, y a tout à fait, il y a un un côté petit comme côté, ça. un petit côté mantra, tu vois. Hein, donc, Ouais. c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors, c'est bien parce que tu vois, là, tu as anticipé une question que je voulais te poser. Donc, c'est parfait. Tu y as répondu tout seul. C'est magnifique. Parce que je voulais aborder la question de la mémoria, de la mémoire, effectivement. Voilà, j'allais me dévouer pour poser la question con Ouais. de mais comment tu fais pour retenir tous ces vers? Ah Voilà, oui, donc c'est très oui. bien. Je te remercie d'y avoir répondu toi-même sans que j'ai à m'humilier à la poser. C'est très bien. Voilà, C'est ça. c'est Oui, enfin parfait. bon, je veux pas non plus faire le mec, enfin, comment dire, méprisant, mais en fait, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut s'y mettre, quoi. Et si vous Non, en non, mais faites c'est un petit peu tous intéressant les parce jours, que c'est 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 comme tout, hein. non, non, mais c'est intéressant parce que, en fait, comme quoi le sujet, moi je trouve que c'est un vrai sujet parce que c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi je le vis avec d'autres choses que je retiens beaucoup parce que moi on me pose souvent la question, mais pour les répliques de films et de séries, quand je sors comme ça des Ouais, dialogues, et pas les dialogues les plus connus, hein, je parle pas de Je suis ton père, hein, faut pas déconner. Hein. Quand je ouais, sors comme ouais, ça des dialogues entiers de ouais, films un peu moins connus ou alors des trucs. Parfois qui n'est même pas la ouais, réplique centrale du film et tout, et on me dit, mais comment tu retiens tout ça? Comment tu fais? Enfin, ouais, c'est bizarre en ouais, fait, ça te sort comme ça, tu vois, et tout. Parce qu'il y a s'en souvenir, il y a y penser dans le moment opportun, ça, dans le contexte comme ça te vient et tout, mais ça c'est lié un petit peu parce que ouais. comme tu le portes en toi, ça va te le rappeler en fait, hein, ça va être pile invoqué au moment où ça c'est pertinent. Et c'est vrai que bah, moi, pour le coup, ma réponse, pour le coup, parce que moi, c'est que j'ai jamais appris par cœur des textes ou des répliques ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, comme tu le fais. C'est vrai que, parce que moi, je déteste apprendre par cœur. Je déteste Ouais, apprendre ouais. par cœur. Mais j'ai une. D'ailleurs, ça me coupe de beaucoup de choses, il faut quand même le dire, parce que moi, ça m'a toujours rendu mauvais en langue, par exemple, parce que Oui, bah oui, non, tout à fait. je Bah moi, déteste la effectivement, moi, grammaire. moi, moi, j'ai toujours adoré les langues, donc Voilà, voilà, c'est moi, sûr que ça, c'est lié, hein. je déteste la grammaire, je déteste apprendre par cœur, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai toujours été plutôt quelqu'un de très créatif, mais de très mauvais en concours et tout ça, parce que tout ce qui consiste à réciter son cours, à apprendre par cœur, j'ai un tel rejet que même je bloque en fait. Voilà, donc moi pour le coup, c'est vrai que tout ce que je peux éventuellement connaître par cœur, je ne l'ai pas appris par cœur. Parce que je déteste le fait d'apprendre comme un élève qui apprend sa poésie en Ouais. primaire, j'ai des traumas, j'en sais rien, mais je supporte pas. Et donc, moi, mon explication pour le coup, pour le fait que je connais des choses par cœur, et elle est liée à des choses que tu as dit, tu vois, tu l'as dit le mot, tu as parlé d'émotion. Et Ouais. ça c'est une grande leçon de Proust. Et vous voyez, Proust était pourtant pas neuroscientifique, mais Proust a fait une découverte neuroscientifique qu'aujourd'hui les neuroscientifiques enfin confirment. Mais lui, il avait déjà compris ça avant. Il n'y a pas besoin de neuroscientifique pour comprendre. C'était du bon sens quasiment, un peu de bon sens philosophique de comprendre ça. Mais Proust nous révèle à la fin de la recherche que et même au début, même au dès le début de la recherche, dans les premières pages, que le cœur de la mémoire, c'est l'émotion. Ah oui, oui, Que la tout à fait. mémoire n'a rien à voir avec quelque chose d'intellectuel, que c'est pas une question d'intelligence ou un effort intellectuel. Vous pouvez vous donner tout le mal que vous voulez à essayer de vous rappeler de quelque chose. Intellectuellement, vous n'y arriverez pas. Oui, c'est vrai. Mais que si vous êtes surpris par une émotion, surpris par une odeur, par une musique, par un sens en fait, eh bien, le souvenir va revenir fugace immédiatement, sans effort. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ça vient confirmer ce qu'aujourd'hui les neuroscientifiques enfin nous révèlent, mais moi qui m'a rien appris, ça me fait marrer parce que t'as des scientifiques qui te disent ouais, t'as vu, on a découvert ça. Alors, vous me faites marrer les scientifiques parce que tout bon littéraire avait compris ça depuis environ 200 ans.
Mais bon, c'est pas grave. Voilà, parce que oui, on n'aurait pas pu le démontrer par un théorème, mon Dieu pauvre de nous. Mais on l'avait compris avec tout notre bon sens et notre intuition, comment on va dire, de sciences humaines. Et Proust l'avait très bien démontré par des arguments littéraires. Mais effectivement, ce que disent aujourd'hui les neuroscientifiques, c'est que la mémoire viendrait de la dopamine en fait. La dopamine aurait joué un rôle énorme dans la mémoire. Et la dopamine, c'est Ah, oui, oui. effectivement cette hormone comme ça de l'émotion vive, de l'émotion intense. Et effectivement, quand vous allez associer quelque chose à une émotion, ça va être mémotechnique d'une façon enfin, vraiment hyper efficace. Et c'est pour ça que souvent je m'amuse à dire, hein, très malicieusement, hein, que ça donne raison aux femmes qui font la gueule à leur mari parce qu'ils ne se souviennent pas de la date d'anniversaire de mariage ou de la date d'anniversaire d'heure tout court. Ouais. Parce que effectivement, dans cette logique-là, quand quelqu'un ne se Mhm. souvient pas d'une date, c'est qu'il n'y accorde pas d'émotion. Il Ouais, n'associe c'est pas, il vrai, n'associe ouais. pas d'émotion Mhm. à une date. Quand vous associez une émotion à quelque chose, vous allez vous en souvenir parce que ça vous touche. Voilà, Mhm. donc, alors après, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Moi, j'ai évoqué pour ma part que je pense avoir une mémoire plutôt auditive. C'est-à-dire que je vais mémoriser en fait Oui, l'intonation, les accents de voix, oui, je vais mieux mémoriser comme ça. Et c'est pour ça que tout d'un coup, oui, tout à fait. je retiens mieux peut-être les choses que je croise dans les films, Oui, dans les alors je séries. voudrais faire une remarque justement sur ce point. Aussi, alors bon, d'une part, tu peux écouter des poèmes en livre audio. Hein. Tu as Daniel Absolument. Mesguich qui lit Les J'en ai. Fleurs du Mal, par exemple, ou des poèmes ou les poèmes de Mallarmé d'ailleurs. Mais peut-être pour les auditeurs qui aimeraient bien, comment dire, apprendre des poèmes et qui ne veulent pas faire tout de suite l'effort de mémoire ou qui n'ont pas le temps, je sais pas. Moi, j'ai quand même commencé à apprendre beaucoup de vers quand j'étais en Hippocagne, et puis justement quand j'ai découvert Baudelaire, Les Fleurs du Mal notamment, en écoutant en boucle les adaptations en chansons de Léo Ferré notamment. Hmm. Ça peut être une bonne manière d'apprendre, enfin quasiment sans effort en fait, des vers. Même chose pour Jean Ferrat qui chante Aragon. Alors il faut faire attention hein, parce que parfois c'est des adaptations et si tu prends le poème d'Aragon, Les yeux d'Elsa chanté par Jean Ferrat, tu te rends compte qu'il fait qu'une strophe sur deux en fait. Donc attention. Mais bon, disons que ça peut être un premier moyen, une première appréhension si on aime vraiment le texte, quoi, mais qu'on n'est pas habitué, qu'on ne sait pas comment faire et tout, pour le mémoriser, voilà, de écouter en boucle la chanson et puis déjà, bah, ça va commencer par entrer un petit peu, quoi. Hmm. Effectivement, oui. Alors c'est vrai qu'en effet, oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent certains poèmes grâce en effet à des chanteurs français assez connus. Alors, encore une fois, voilà, c'est presque du hors-sujet, mais je pourrais quasiment, encore une fois, jouer les blasphémateurs, un peu malgré moi. J'y prends pas de plaisir, c'est pas gratuit de ma part, c'est même pas de la provocation. Je sais être provocateur quand je veux, mais en fait, moi, c'est marrant parce que ouais, quand les gens me parlent comme ça de Jean Ferrat ou de Jacques Brel, je crois pas qu'il a adapté des poèmes spécialement, mais enfin Jacques Brel ou alors Léo Ferré. Non, ouais. C'est vrai que Léo Ferré, oui. moi, ça me pose deux problèmes. Déjà, bon, alors là, tu vas me dire, c'est tout son contraire, parce que je viens de parler de mémoire auditive, etc. Mais moi, la poésie, et là, c'est là que ça va peut-être sembler dingue, parce que t'as eu raison, tu as précisé dès le départ, et c'est vrai que la poésie, à la base, c'est un art oral. Là, c'est Oui. factuel, c'est pas à discuter, c'est comme ça. La poésie, à la base, c'était un art oral. L'Iliade et l'Odyssée, à la base, ce sont des poèmes récités au coin du feu avec une lyre, etc. Donc, de toute façon, ça, c'est incontestable. Les racines de la poésie, mais de la littérature, sont orales. Donc, après, l'écrit, on en pense ce qu'on en veut. À la base, c'est plus pour sauvegarder, mais c'est pas forcément Ouais. pour le média. Mais c'est que moi, du coup, la littérature, j'ai beaucoup plus de mal quand elle est mise comme ça en parole. Moi, c'est qu'un poème, généralement, quand on me le récite, je vais avoir, si je l'ai bien aimé, je vais avoir le réflexe de dire attends, file-moi le texte là, parce que c'était très bien lu, hein, merci beaucoup, mais j'ai besoin de voir ça avec moi-même en fait, j'ai besoin de le regarder là, de le lire. Et c'est vrai que j'ai ce rapport plus visuel pour le coup à la littérature, c'est un peu étrange pour moi, la littérature c'est visuel, c'est très bizarre. Mhm. Alors, te dire, bah, t'écoutes des livres audio. Effectivement, en fait, moi, quand je dis visuel, je visualise mentalement même quasiment. En fait, et en fait, l'important après, c'est quand je me barre avec le texte. Mais bon, après, je vais pas revenir au détail de l'origine, pourquoi je me suis mis à lire des livres audio, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, Oui. comment le... Ah, il y a un autre problème, et là je me précise un petit peu, c'est que Léo Ferré, Jean Ferrat et Jacques Brel, ils ont tous sauf des tronches qui me donnent envie de les écouter lire des poèmes en fait. Je suis désolé, mais c'est vrai que moi, je trouve ça dingue. Là, faut me dire, les poètes qui ont écrit, t'es pas beau non plus. Mais justement, on les voit pas lire.
Et moi, je sais pas si j'aurais apprécié d'entendre Baudelaire lire des textes, hein. Aussi bien parce que peut-être qu'il avait une voix de chiotte, on n'en sait rien. Et Ouais. ou alors qu'il lisait bizarrement, justement, on a parlé avec Apollinaire. Et aussi parce que peut-être que j'aurais pas du tout apprécié sa persona, la façon je sais pas, dont il se présentait, etc. J'en sais rien. Et c'est vrai que quand je vois Jean Ferrat, là, avec sa grosse moustache, quand je vois Georges Brassens, quand je vois Jacques Brel, la gueule toute transpirante comme ça, et quand je vois Léo Ferré, enfin, moi, ces gars-là, ils me cringe totalement. Et Mhm. ils peuvent réciter tous les auteurs qu'ils veulent. Je vois les gars, mais les gars, j'ai envie de me pendre, quoi. Sérieusement, j'ai envie de me flinguer là. J'ai pas envie que ce soit vous qui lisiez ces textes-là. J'ai pas envie de vous entendre dire ça. Filez-moi le texte plutôt. Filez-moi le texte. Je vais m'imaginer ce que je veux dans ma tête en le lisant. Voilà, donc je pense que ça peut aussi bien attirer des gens. Il y a plein de gens qui adorent. Là, je sais que ce que je dis, ça va faire bondir des gens. Quoi? C'est toute mon enfance que tu insultes. Et je me souviens des vinyles de mon père, de Jean Ferrat qu'on écoutait au coin du feu. Machin, bon, bref, j'en sais rien. Les gens vont raconter encore des trucs. Écoutez, j'ai pas chié sur votre enfant. Je vous dis juste que moi, ça me parle pas. Voilà. Et oui, désolé. Parfois, vous avez déjà le réconfort immense. Excusez-moi, c'est quand même un réconfort certain. Voyez-moi, moi, je l'ai pas souvent dans ma vie. D'être du côté de la majorité, c'est quand même très réconfortant. Moi, le nombre de gens, c'est évident, les gens s'énervent jamais plus que quand ils sont pourtant du côté majoritaire. C'est-à-dire que normalement, c'est censé être une forme de réconfort de dire, bon, de toute façon, moi, je suis du côté de la plupart des gens. On est d'accord entre nous. Il y a deux, trois, évidemment, pistes tièdes qui vont être pas d'accord. Voilà, donc, mon avis, vous vous en foutez. Hein, Jean Ferrat, Léo Ferré, Jacques Brel, Georges Brassens, leur postérité est faite. C'est pas moi, avec mon avis, qui vais remettre ça en question. Hein, c'est moi qui suis à côté de la plaque. Écoutez, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, pas la peine de le prendre tant à cœur. Vous inquiétez pas, vous êtes des milliers, des millions de fans. Vous vous tenez chaud entre vous. Laissez-moi râler dans mon coin. Moi, j'accroche pas. Voilà. Mais il faut dire que voilà, bon, pour la majorité des gens, ça va fonctionner. Pour quelques hurluberlus ou énergumènes comme moi, ça va avoir un effet repoussoir ultime Mhm. de dire non mais là c'est pas possible, rien qui va quoi. J'ai pas envie d'entendre le texte lu, j'ai pas envie d'entendre le texte lu par quelqu'un comme ça, j'ai pas envie de voir cette personne là. Je J'aime pas trop la mise en chanson. On avait parlé des chansons au salon un jour, voilà. Mais c'est vrai que c'est tout un, ça c'est tellement personnel, tellement particulier, spécifique. Mais là où tu avais raison, c'est qu'en effet ça peut être une très bonne porte d'entrée pour la mémoire parce que on mémorise de fait plus facilement les chansons. Ah oui, oui, Et beaucoup donc plus, du hein. coup c'était ça le sujet, c'est qu'en fait en termes de chansons c'est très intéressant. Mhm. Euh, Parce que comment, voilà, ça aide vraiment à, ça fait vivre le texte et ça, voilà, ça rentre plus facilement dans la tête. Voilà, donc c'est vrai que le rapport au par cœur est particulier. Moi, encore une fois, tout ce que je connais par cœur, je n'ai pas forcément cherché à le connaître par cœur. Je le connais, je sais pas, ça s'est imposé. Je suis content de le connaître quand je le connais. Je dis pas que si on me donnait le choix, j'aimerais pas ne pas connaître plus de passages de littérature ou de poésie par cœur. Parfois, ça me frustre de me dire ah je Ouais, connais pas, c'est dommage. ouais. J'aimerais bien tiens pouvoir avoir la citation exacte et tout. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier l'idée générale en fait. Je me souviens de l'idée générale. Tu vois, j'ai eu aucun mal à associer la notion de mémoire à l'œuvre de Proust. Tu vois, il y a à me souvenir que dans Proust, il dit ça, etc. Ça pour moi c'est le plus important. Je peux raccorder à des choses que j'ai lues et aussi euh, même simplement en fait la structure de l'œuvre en fait moi c'est ça que moi je suis très sensible aux structures des œuvres en fait j'aime bien sauvegarder l'ordre des chapitres comment ça s'enchaîne le plan tu vois. Et ça c'est souvent voilà c'est ce que j'essaie de retenir mais bon voilà en tout cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous votre propre rapport à la mémoire et éventuellement donc à la poésie puisque j'en parlais. Voilà. Effectivement, ma question que je voulais te poser, voilà, effectivement, ce que je viens de dire sur ton rapport à la poésie, tu as très bien répondu, d'ailleurs, je te remercie. Mais voilà, même sa façon, en fait, parce que tu parles beaucoup d'amour, en fait, dont ça peut peut-être éventuellement ou influencer ou imprégner ta propre relation à l'amour, ou alors ton discours amoureux, hein, si on citait Barthes. Ouais. Voilà, est-ce que la poésie t'a influencé dans ce sens-là? Est-ce que ça a alimenté ton imaginaire amoureux ou ça a guidé tes choix amoureux ou est-ce que ça reflète, on va dire, je sais pas, ton mode de vie en la matière? Bon, on pourrait, toi et moi, épiloguer un moment sur le fait que, contrairement à ce que je ne sais pas quelle bizarre légende urbaine laisse circuler, il faut pas croire que la poésie est un atout charme avec les femmes, faut pas déconner. La plupart des femmes Ouais. sont très mal à l'aise quand on part sur le, Ah oui, sur ce terrain-là, ouais. soit leur écrire un poème, soit leur lire un poème. Donc surtout ne faites pas ça chez vous. Hein, laissez ça à des professionnels. Hein, ne faites pas ça Oui, chez vous. c'est ça, oui. Mais voilà, donc, mais au-delà de ça, tu vois, je sais pas si tu as encore des choses à ajouter sur ce rapport à la poésie, sur l'angle amoureux plus précisément, ou si tu as fait le tour.
Oui, oh, écoute, je vais pas non plus rentrer dans des détails trop personnels de ma vie, mais euh, non, une fois j'avais eu une expérience plutôt sympa dans le métro, tu vois, une expérience un peu improbable. Euh, il y a une jeune fille, une jeune femme s'assit en face de moi, puis elle voyait que je murmurais quelque chose. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous dites là? Je lui dis, bah, je suis en train de me dire un poème. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Elle me dit, bah ouais, tu vois, c'est sympa comme ça. Alors, c'était pas hyper sexy comme poème, hein, c'était une charogne. Bon, une charogne de Baudelaire, et puis il se passe, je lui dis comme ça, il se passe trois stations, je lui dis le poème, puis voilà, elle s'en va, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça, elle descend, puis voilà. Et tout à coup, je me dis, mais c'est quand même sympa d'arriver. Alors, il y avait pas vraiment d'enjeu de séduction. J'aurais peut-être dû lui faire les yeux d'Elsa, mais tout d'un coup, tu vois, tu arrives à créer une interaction dans le quotidien un petit peu inhabituelle, quoi. Alors, je sais pas s'il faudrait carrément que j'aille jusqu'à réciter mes poèmes dans le métro. Bon, en entendant la CB, non, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, mais ouais, parfois c'est ça la vie poétique aussi, t'es une certaine ouverture à l'inattendu, à l'inspiration du moment, quoi. C'est peut-être assez bête à dire, mais il y a quelque chose de ça. Oh my God, it's so French. C'est tellement français. La poésie dans le métro. Oh mon Ouais. Dieu, vous êtes tous des poètes et des artistes. C'est incroyable. Ah, voilà. Bon, ok, d'accord, très bien. Effectivement, oui, oui. Bah non, mais c'est marrant parce que, en effet, c'est que la poésie, je me rends compte qu'il y a plein de dimensions. Et que ça, c'est une dimension en effet qui est très chère aux gens, le côté récitation, partager ses paroles. Là, je suis un peu le poil à gratter, hein. Je suis désolé, j'ai l'impression voilà, Ouais. de presque ébaucher des trucs de podcast. En même temps, j'ai presque traité le sujet indirectement. Je me permets de faire un renvoi. J'avais Ouais. fait un podcast qui s'appelait Qu'est-ce qu'être romantique? Qu'est-ce qu'être Oui, je m'en romantique? souviens très bien. Ouais. Il me tenait à... Mais en même temps, je suis content, cher Alexandre, parce qu'on approche de la fin de notre émission et je vois que plus tu deviens méchant et plus tu retrouves ta voix. Donc continue à être méchant. Ah, c'est bien, mais c'était donc ça. C'est ça. J'avais eu comme bonne résolution de début d'année d'être gentil, et je me rends compte que ça m'éteint, c'est en train de m'éteindre la gentillesse. Et là, Ouais, c'est je ça, ouais. retrouve mon agressivité. Bon, Voilà. alors, non, non, mais c'est vrai que comment, dans Qu'est-ce qu'être romantique, qui est un podcast qui me tenait assez à cœur, j'avais eu justement à cœur de faire la différence entre le folklore romantique que tout le monde invoque, qui est finalement très creux. Pour eux, c'est des pétales de rose sur un lit, c'est un Ouais. bouquet de fleurs, enfin, c'est des conneries, tout ça, c'est des conneries, c'est creux, c'est vain. Ouais, ouais. Et il y a être romantique avec un grand R, qui déjà renvoie à toute une esthétique, à un mouvement culturel, bien sûr déjà sur le plan historique, mais même généralement qui se traduit par des choix de vie et un mode de vie en fait, que le romantisme ça doit s'inscrire quasiment. Et là, le scoop évidemment, c'est que les gens romantiques ont de grandes chances de ne pas plaire, parce qu'en fait, c'est pas sexy le romantisme en réalité, c'est pas les pétales de rose Ouais. dans un bel hôtel 4 étoiles, hein. Non, non, voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que je trouve que la poésie souffre à peu près des mêmes choses. C'est drôle, ça me fait penser un peu à ça. C'est qu'il y a tout un aspect de la poésie qui domine un peu du folklore, voilà, qui est un peu gratuit, qui est charmant, qui cherche un peu comme ça, juste comme dirait Landa dans Inglourious Basterds, là, joué par Christophe Waltz, le nazi, la musica della parole, voilà. Mais Ah, oui. et puis il y a la poésie en tant que comment quasiment j'ai l'impression, je sais pas, concept, notion, j'en sais rien, c'est un peu difficile à définir, qui est quasiment en fait une façon d'être au monde ou un rapport à Ouais. l'existence, quelque chose comme ça. Et ça, pour le coup, c'est moins ou démontrable ou moins moins vendeur entre guillemets, parce que voilà, ça va jouer sur des choses peut-être parfois plus profondes, etc., plus intimes. Et voilà, et c'est vrai que c'est marrant, je trouve qu'en fait, je retrouve à peu près les couches, les mêmes couches qu'avec la notion voilà, de romantisme. Et c'est vrai que il y a du charme dans les deux aspects, parce qu'encore une fois, la séquence dont tu parles, là, ça fait très midi poulain, c'est très sympa. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que chacun retourne à sa vie et chacun retourne à son truc sans que ça ait le moindre impact réel. Alors tu t'en souviens, donc la preuve, tu veux dire oui, on s'en souvient, donc c'est que ça a existé ce moment, ça reste un souvenir. Mais voilà, je sais pas, je dois finalement avoir comme des résidus terribles je sais pas, d'optimisme ou bon, c'est pas trop mon genre, mais plutôt d'idéalisme, oui, en effet, ouais, acharné, parce que c'est comme si depuis le départ j'attendais quand même de la poésie une promesse qu'elle ne tient toujours pas, ou que les gens ne lui font pas tenir, tu vois, Ouais. et un changement de monde, un changement de paradigme, un truc, tu vois, à un moment donné où
où ça s'ancre dans les mœurs, dans les choix de vie, etc. Et c'est vrai que alors, je reprends la métaphore de la, tu vois, de la Bible dont je parlais tout à l'heure, comme si tu récitais des passages de Bible. Mais moi, c'est comme des écritures saintes pour moi, tu vois. Voilà. Ouais. Et donc, les écritures saintes, qui se les approprie, qui en parle, qui prétend les représenter ou les comprendre, mais dans les faits concrets, quelle est leur vie? Tu vois, c'est comme des gens qui connaîtraient les Écritures saintes par cœur, mais qui sont pas des hommes d'église, tu vois, des trucs comme ça. Bon, là, je vais très loin, hein, là, je Oui, oui, permets. oui, non, non, bien J'esquisse comme sûr. ça des remarques, je suis un peu hors sujet. Mais Oui, voilà, bien mais en tout sûr. cas, merci pour l'anecdote, Et effectivement, puis, du métro qui était et puis marrante. après, comment dire, t'as des vies poétiques complètement, enfin, clandestines, quasiment, on pourrait dire, tu sais, bah, comme Oui, Mallarmé, qui était prof d'anglais, qui était complètement chahuté par ses élèves et tout, qui était absolument oui, c'est vrai. désespéré, et puis qui rentrait chez lui C'est écrire ça. ses poèmes magnifiques. Mais C'est en ça. même temps, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que Mallarmé est-il toujours obsédé par le silence? Alors peut-être justement parce qu'il en avait marre d'avoir des classes qui faisaient un boucan pas possible et C'est qui vrai. lui cassaient les couilles, quoi. C'est vrai, c'est bien vu. Donc voilà, tu Euh, vois, je me faisais la réflexion l'autre fois, et c'est voilà. vrai, c'est vrai. Hum, hum. J'ai peut-être deux questions pour finir, Henri. Je sais pas si deux, Oui, oui, parce qu'on n'a plus ouais, beaucoup de parce temps, qu'on malheureusement. on approche de la fin. Alors peut-être que c'est des questions Ouais. courtes. Alors peut-être que du coup, elles nous laisseront encore du temps. Dans ce cas, on pourra toujours, Hum, on trouvera toujours hum. de quoi dire. Non, j'ai deux questions qui me viennent comme ça. Je vais commencer par celle-là. Et j'espère que du coup, enfin pas partie des sujets qui genre t'énervent ou je ne sais quoi. Parfois les gens, ça peut. Surtout que Ouais. si tu me connais, tu sais que je suis loin d'être un adepte de ce genre de choses. Donc c'est pas une recommandation de ma part, mais parce que tu parlais, c'est de chanter dans le métro, enfin de faire des récitations de poèmes dans le métro, c'est une option. À l'époque, ça se faisait quand on voulait, alors je sais pas si tu tiens à percer en la matière, mais en tout cas, soit à partager sa passion, soit éventuellement effectivement à se faire un peu remarquer. On sait faire un peu de promo sauvage. Ouais. Mais voilà, à l'époque où nous sommes, hein, où le chanter dans le métro a été remplacé par les réseaux sociaux, par les vidéos, par le contenu média, est-ce que tu as songé éventuellement à faire une espèce d'extension de ton projet à travers les réseaux sociaux, genre je sais pas, je pense à TikTok, hein, aujourd'hui, le média incontournable, Oui, genre faire une oui, espèce oui. de compte TikTok, genre voilà, lecture de poésie, et donc de voir si éventuellement ça te fait des vues, Oui, j'en sais oui. rien. Ben oui, écoute, c'est vrai que pendant le confinement, Lucchini bon, il était déjà très connu, hein, mais bon, il a fait des fables de La Fontaine comme ça sur Instagram et machin, et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien, parce que c'est déjà Lucchini, bon, mais bah non, tu vois, enfin, moi j'essaie toujours de m'ouvrir aux nouvelles choses et tout. Alors donc là, je dis, bah écoute, ça fait longtemps que j'entends parler de TikTok, souvent en mal d'ailleurs, mais je me dis, écoute, en 2025, je vais me mettre un peu à TikTok. J'ai téléchargé l'appli, là, j'ai pas encore créé mon profil ni quoi que ce soit. Donc écoute, pourquoi pas, oui, ça serait peut-être une option, mais un lieu de partage que j'aime bien aussi, qui est beaucoup plus traditionnel, mais je me permets d'en parler vite fait parce que bon, je vais y consacrer mon prochain bloc-notes du magazine La Fringale Culturelle. C'est un lieu, alors je suis désolé, surtout pour les Parisiens. Mais il y a un lieu très, très sympa dans le 7e arrondissement, dans le quartier des Invalides, qui s'appelle le Club des Poètes, où en fait, bon, c'est un restaurant. Hein. Et, enfin, il y a une première partie dîner, et puis la seconde partie de soirée, eh bien, chacun est invité, pour ceux qui veulent, à dire des poèmes, en fait. Voilà. Et donc j'en profite pour saluer mon ami Blaise Ronet, qui est le fils du poète Jean-Pierre Ronet, qui a fondé ce lieu en 1961, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est un lieu très sympa. Bah, c'est une espèce de réseau social, en fait, mais physique, hein, concret. C'est un lieu, c'est un restaurant où bah, du mardi au samedi, on peut venir librement écouter et dire des poèmes. Et voilà, je voulais vraiment parler de ce lieu pour les gens qui ont l'occasion d'aller à Paris. C'est vraiment très sympa. Donc, moi, j'y vais de temps en temps et voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. J'ai déjà dit pas mal de poèmes et où j'ai entendu, où j'ai écouté des gens dire. Et c'est quand tu vas dans ce lieu que tu te rends compte que aussi, bah, tu n'es plus. Tu n'es pas seul, quoi. Il y a aussi des gens qui sont comme toi, qui connaissent plein de vers par cœur, qui aiment bien les partager et tout. Donc voilà, le Club des Poètes, hein, allez voir le site internet pour ceux que ça peut intéresser. Ok, très bien. Non mais écoute, bah, merci pour l'adresse. Il y a quelques Parisiens dans l'audience, c'est pas la majorité, faut être clair, mais il y en a. Donc du coup, et puis bon, bah, s'il y en a qui sont de passage sur Paris, ça pourrait peut-être les intéresser. Voilà, donc merci beaucoup pour la recommandation. En tout cas, je vois qu'effectivement, tu as pensé au côté réseau social. Alors moi, je te recommande, je te conseille ça tout en. Moi, je déteste tout ça, puis j'ai du mal, moi, à y voir ma place, parce que pour le coup, moi, je suis beaucoup trop bavard. Mais là, c'est que le côté, en fait, poème, comme c'est court, ça peut s'y prêter, tu vois, ça fait format court, donc
Tu pourrais Ouais. largement faire des lectures poétiques sur Oui, TikTok, ça non, mais passe, t'as tu vois. raison, c'est une bonne idée. Écoute, je vais commencer à y penser, Voilà. mais sur un format plutôt court. Hein. Faut pas faire Beaux endormis ou le bateau ivre. Ah Là, bah je non, bien pense que sûr, tu non, vas non, mais pas. ce que je veux dire, c'est que là, comme justement, toi, tu peux te permettre, c'est court. Moi, je n'ai aucune idée de choses courtes que je pourrais faire, ce qui fait que, de toute façon, de base, j'ai même pas ma place. Et même, de toute façon, si je trouvais quelque chose de court, pas sûr que j'irais, parce que je déteste ces réseaux-là. Mais il y a une grosse communauté littéraire et poétique sur TikTok, parce qu'il y a de tout, hein, donc voilà. Et donc, bon, voilà, écoute, si tu fais fortune sur TikTok, hein, je te demanderai un pourcentage Ouais, pour, en tant qu'agent c'est réciproque. 10%. Euh, Ouais, et 10%. Ah oui, c'est beaucoup, mais oui. Exactement pour la ref. Non, non, et je vais terminer sur cette question, voilà, toute bête, hein, voilà, mais finalement très concrète à l'approche de l'échéance, parce qu'en plus c'est très bientôt. Ouais. Est-ce que tu as le track? Est-ce Oui, là, que... donc on enregistre le vendredi 10 janvier et la première est le 15, hein, dans Voilà. 5 jours. Donc est-ce que tu sens le track Ouais. monter? Est-ce que l'exercice Oui, t'intimide, te fait peur? C'est comme une première. Est-ce que, voilà, comment tu te sens par ouais. rapport à ça? Là, oui, oui, non, mais ça, oui, je pense que je sens la pression qui monte. J'avais perdu depuis longtemps la sensation du track. Au départ, quand j'étais jeune prof, j'avais le track en faisant cours et puis assez rapidement, ça a disparu. Quand j'ai commencé à faire des conférences pour mon université populaire, la première année, j'avais le track. Et puis assez rapidement, dès la deuxième année, ça a disparu. Et là, je vais retrouver cette sensation du track. Ma femme, donc, qui me met en scène, me dit que c'est tout à fait normal, hein, qu'il y a des comédiens très expérimentés qui ont toujours le track. Alors bon, je pense que je l'aurais, je pense que j'aurais forcément le ventre un peu noué avant les 5 représentations, surtout avant la première qui va être une espèce de baptême du feu, quoi. Euh, je pense que effectivement, au théâtre, on a plus le trac parce que contrairement à une conférence aussi, euh, je pense que c'est pour ça que le trac peut rester plus longtemps quand on fait du théâtre, c'est qu'il y a un engagement émotionnel qui est beaucoup plus fort en fait. Donc tu te dévoiles beaucoup plus, alors que dans une conférence, bon, tu as toujours un côté un petit peu distancié. Tu es là essentiellement pour transmettre des connaissances ou des informations. Oui, je sens le trac qui monte, je commence à compter les jours, je sens la pression qui monte. Dimanche, on a ce qu'on appelle le filage, c'est-à-dire la revue d'ensemble du spectacle avec la régie pour voir les lumières et tout. Alors bon, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça. Donc là, tout d'un coup, quand on m'a dit il y a 6 mois, bon, ça sera en janvier 2025, c'était loin. Et puis là, tout d'un coup, je me dis, mais c'est dans 5 jours. Je commence à voir les réservations, tous les amis qui vont venir, les collègues qui vont venir, les étudiants qui vont venir. Donc, ah oui, je dis, ouais, je commence à me rendre compte que je vais vraiment faire un spectacle de théâtre, quoi. Tu vois, c'est bête à dire, mais tu répètes, tu prends des cours, etc. Mais au bout d'un moment, ça va être pour de vrai, quoi. Et là, c'est vrai que cette sensation, ça crée de la tension, ça fait du trac. Donc je pense que mercredi 15 janvier, là, je vais me réveiller le matin. J'aurai sans doute sûrement l'estomac noué. Bon, ouais, je vais pas beaucoup manger. Mais bon, en même temps, il faut se dire que le trac, bah, c'est naturel, c'est normal, tout le monde l'a en fait, et que bah, ça fait partie du jeu, quoi. C'est parce que tu as le trac que après tu vas pouvoir trouver du plaisir à jouer en te libérant du trac, en fait, en convertissant cette tension en énergie et en présence sur scène. Donc oui, je sens le trac qui monte et je pense que j'aurai le trac, surtout pour la première. Alors, ma femme m'a dit que la, le plus difficile, ce n'était pas la première ni la dernière, c'était la deuxième. C'est-à-dire quand tu as fait la première et tout à coup, quand tu dois, en plus ça serait une expérience nouvelle pour moi, bah, quand tu dois le refaire. Voilà, donc je verrai comment j'appréhende ça. Je verrai aussi parce que en fait j'ai la chance de faire mon spectacle pas une fois, ça aurait été quand même un peu frustrant, mais 5 fois de suite, 5 jours de suite, 5 soirées de suite. C'est pour ça que voilà, là, il y aura un vrai travail de voir bah, comment je réagis sur la durée. Est-ce que le track de la dernière est le même que celui de la première ou de la deuxième ou de la troisième ou de la quatrième, tu vois? Donc voilà, tout ça est assez nouveau pour moi, donc bah, je vais voir comment ça se passe. En fait, je peux te dire que c'est un peu un saut dans l'inconnu parce que même si tu as beaucoup travaillé et tout, bah, ça reste du spectacle vivant, quoi. Donc bon, il y a toujours une marge d'inconnu.
Mon professeur de théâtre, Grégoire Le Prince Ringuet, me disait que le mieux dans le théâtre, c'était quand tu entrais sur scène. Bien sûr, tu as travaillé, tu as une trame et tout, bon, tu as un spectacle, mais tu ne sais pas exactement ce qui va se passer en fait. Ce qui nous ramène un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, disons, la vie poétique, quoi. Si la vie poétique, c'est d'être ouvert, disons, à l'inconnu, à l'imprévisible, bah, parfois, quand tu entres sur scène, bah, effectivement, tu es dans une dimension de spectacle vivant. Et bah, voilà, il faut accepter une certaine part d'inconnu, voire d'imprévisible. Voilà, bon, même si encore une fois, enfin, le spectacle est écrit, il y a une régie, il y a des lumières, voilà, bon, il y a des improvisations, mais qui sont aussi tramées. Mais bon, il y a toujours voilà un petit jeu, une petite marge pour voilà pour de l'inconnu, pour de la nouveauté. C'est un peu bergsonien, tu vois, au fond. Ouais. Ok, bon bah écoute, mon cher Henri, bah, on pensera du coup bien à toi quand le moment viendra, effectivement. Et bah écoute, voilà. Ouais, oui, donc je vais On- peut-être juste dire une dernière je fois, t'en prie, vas-y. souvent ça à la fin des émissions, Tu as rappeler, raison, donc le tout à spectacle fait. s'appelle Parole de poète. C'est au Théâtre Paris 15e, métro Convention ou Porte de Versailles ou Boussicot. Donc du mercredi 15 janvier au dimanche 19 janvier. Les horaires, mercredi, jeudi, c'est 19h30. Vendredi, samedi, c'est 21h30. Et dimanche, 17h30. Et donc, les billets sont disponibles sur le site du Théâtre, ou bien sur billetreduc.com, ou bien encore sur théâtreonline.com. Voilà, donc je vous attends nombreux, Bon, ceux qui sont parisiens ou qui peuvent venir à Paris. voilà, donc toutes les infos concrètes sont là, vous avez tout. Et à défaut, pour ceux qui vraiment ne pourraient pas se déplacer, ben, au moins vous aurez un petit aperçu des récitations de Henri, de ses choix de textes, et puis bah, voilà, de son avis sur tout ça. Voilà, une petite discussion qui j'espère vous aura plu et intéressé. Ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas conversé ensemble sur Bah la oui, en chaîne. plus, ça faisait presque un an qu'on n'avait rien fait, C'est alors ça, voilà, exactement. j'étais d'autant plus content de revenir sur ta chaîne, mon cher Bah écoute, Alexandre. merci beaucoup, avec plaisir. Et puis voilà, bah, écoutez, je pense qu'on va vous laisser, parce que je vais laisser Henri retourner à ses Voilà. occupations. Et Écoute, puis, je pense que tu as retrouvé ta voix, c'est une magnifique métaphore alors, poétique. c'est pas le ressenti Voilà. que j'ai de l'intérieur en sensation tel que je m'entends, j'ai pas du tout Mais tant mieux si toi tu l'entends comme ça, c'est peut-être du coup nos auditeurs aussi, parce que c'est une cata. Encore une fois, désolé tout le monde. En plus, j'ai peut-être parlé sans surprise plus que je ne l'aurais voulu ou voilà, décidé au départ quand j'ai vu l'état de ma voix. Mais écoutez, si, voilà, désolé si c'était désagréable, mais ça n'a fait du coup que valoriser celle d'Henri, donc tant mieux, c'est voilà, c'est parfait. Et voilà, donc bah écoutez, je sais pas ce qu'on dit à Henri, on dit quoi? On dit merde, c'est ça? Oui, Dans le milieu. on dit merde, mais je vais apprendre quelque chose à tes auditeurs parce que On je l'ai dit appris break a leg en moi-même. anglais. Je l'ai appris moi-même récemment, c'est ma femme qui me l'a appris. Pourquoi dit-on merde avant une représentation de théâtre? Moi, je me suis toujours posé la question, ou peut-être pas assez justement. Et en fait, ma femme m'a expliqué qu'au 19e siècle, donc les gens se déplaçaient en voiture à cheval. Et quand il y avait beaucoup de public pour une représentation dans un théâtre, il y avait beaucoup de crottins devant le théâtre. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'on disait merde, parce que beaucoup de merde égale beaucoup de gens qui sont Bon, venus. bah écoute, hein, Tout simplement, je sais voilà. pas Je quel sais est pas le. si tu le savais. Voilà, bah, pas de cette façon-là, effectivement. Non, non, tombe Hein. pas dans le détail. Voilà, donc non, non, écoute, bah, merci pour l'anecdote. Bah, écoute, je sais pas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins d'actualité, je sais pas. Beaucoup de rats, peut-être, j'en Oui. sais rien, adapté à la Bah, modernité c'est parisienne. resté, bon. Voilà, mais en tout cas, bah, écoute, non, non, merde à Henri pour son spectacle. Et puis, bah, bon spectacle à vous si vous avez l'occasion d'y aller. Et puis voilà, écoutez, merci de votre écoute à tous. Amateurs de poésie ou moins amateurs, peu importe. Et puis, Ami de la poésie, bonsoir. voilà, amis de la poésie, bonsoir, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est Et une phrase de Jean-Pierre Ronet, hein, donc ah le bah tiens, père ah de tiens, tu Blaise vois. Ronet, Ah bah le comme patron quoi, du Club des Poètes, quand il animait incroyable. ses émissions sur la poésie à la radio dans les années 60. Ah bah comme quoi, tu vois, le monde est petit, effectivement, cette fameuse phrase bien connue, amis de la poésie, bonsoir. Bah, voilà, bah, écoutez, phrase maintenant qu'on ressort parfois dans des moments pas très gracieux dans la vie, quand quelqu'un dit un truc un peu graveleux. Ouais, il y a toujours quelqu'un pour dire ami de la poésie, bonsoir. Voilà, bon bah écoutez, c'est devenu un mème, un petit gimmick.
Donc voilà, donc écoutez, amis de la poésie, bonsoir. Et puis, d'ici peut-être un prochain podcast, je l'espère en meilleure forme. Et bien écoutez, Bah oui. je vous dis à la prochaine. Voilà. Je sais même plus à qui je m'adresse. De toute façon, je ne sais plus à qui je parle sur cette chaîne. Je ne sais plus à qui je m'adresse. Même peut-être, je ne sais même plus à qui je veux m'adresser, hein, possiblement. Je sais peut-être parfois un peu plus à qui je ne veux plus m'adresser, ça c'est certain. Et voilà, et donc écoutez, bon vent tout le monde, et puis à la prochaine, et puis au plaisir mon cher Henri. Au revoir. Merci beaucoup, Alexandre.